Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire, le webinaire photographie intensive, 3 mois pour réinventer votre photographie. C'est un programme qui est ambitieux, mais, euh, mais que je crois que nous pourrons accomplir aujourd'hui. Euh, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gennaro Bardi, je suis photographe professionnel depuis une quinzaine d'années, 12 ans, depuis le moment où ça a, 13 ans maintenant, depuis le moment où où j'ai commencé à facturer, on va dire. Voilà. Donc, j'arrondis à 15 ans et j'ai longtemps travaillé dans la photographie de voyage. Depuis 4 ans, alors, j'avais déjà commencé à faire de l'enseignement, mais depuis 4 ans, ça s'est un petit peu accéléré avec le Covid. Voilà, parce que je vis au Brésil et parce que je travaille avec des agences de voyage en Amérique du Sud beaucoup, mais un petit peu partout dans le monde. Bah, j'ai perdu tous mes clients dans le voyage avec le Covid et je me suis mis à faire des lives, à faire des webinaires et puis à faire YouTube. C'est peut-être comme ça que vous m'avez connu. Et le webinaire que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, ce sont des contenus que je ne fais quasiment plus en fait et qui sont plutôt orienté pour les débutants, pour ceux qui commencent dans la photographie. Mais en réalité, je me souviens quand je les proposais, même des photographes avec beaucoup d'expérience appréciaient de revoir ces basiques, notamment le triangle d'exposition, parce que la manière que j'ai de les présenter n'a rien d'original, hein, enfin n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ce sont vraiment les contenus pour débutants, vous pouvez vraiment les trouver partout. Mais en tout cas, le chemin que je vous propose, c'est d'avoir un regard sur les réglages techniques qui soit lié à une pratique artistique. Quel, quel est l'effet des réglages, hein? C'est vraiment ce qui va être important dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Le programme de la journée, je pourrais vous le montrer, c'est pour les débutants ce soir. C'est plutôt orienté pour les débutants, pas que. Voilà, il y a beaucoup de gens expérimentés, notamment quand on parle de composition, qui apprécient, euh, qui apprécient de le voir. Le programme était assez clair quand on s'inscrivait. Et même si j'ai pas forcément, je l'ai peut-être dit dans les emails, mais j'ai pas forcément expliqué que c'était pas explicitement marqué pour débutants. Mais oui, ce sont les notions que nous allons voir aujourd'hui sont des choses que l'on voit plutôt dans le début de son parcours en photographie. Même si la composition, c'est quelque chose qu'on travaille toute sa vie, hein. Donc, je vais vous montrer le programme, ce sera plus simple. Voici le programme, chers amis. Est-ce que vous le voyez bien? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que ça va, cette présentation? Je pense que c'est bien, hein. Je pense qu'on est bien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les fondamentaux de la photographie. Le triangle d'exposition, la sensibilité, la vitesse d'obturation, l'ouverture, mais aussi des choses que l'on voit peu ou trop rarement, ou en tout cas, même des photographes très expérimentés. Et c'est encore arrivé à Lisbonne il y a une semaine. Un photographe, franchement, qui a de l'expérience. Voilà, des mises au point et mesures d'exposition, la rafale, hein. Donc, vraiment un bloc que j'estime à 50 minutes jusqu'à 21 heures, hein, sur le triangle d'exposition et les réglages de son appareil photo. Mais bien, voilà, du point de vue de à quoi ça sert créativement d'utiliser ces réglages. Deuxième partie, les techniques de composition. Je vais vous proposer des techniques de composition et discuter des techniques de composition. Et ensuite, troisième partie, je vais vous parler de la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est ce que je propose dans le programme de formation, l'étincelle. Et donc, je vais vous expliquer en quoi la pratique délibérée peut vous aider à progresser de manière assez radicale et relativement rapidement. 3 mois, je sais que ça peut paraître un temps relativement long,
Mais si en réalité vous faites de la photo depuis 3, 4, 5 ans et que vous avez l'impression de plafonner, on peut plafonner pendant des mois, voire des années, hein. Et j'ai vu des photographes très expérimentés plafonner longtemps. La pratique délibérée, c'est la méthode, c'est pas une méthode que j'ai inventée, mais c'est la méthode que j'ai appliquée au programme de formation L'étincelle. Donc, je vous parlerai de la pratique délibérée. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Tout en vous parlant du programme L'étincelle. Après, je terminerai en vous parlant des formations L'étincelle et la formation qui s'appelle la pensée visuelle et qui va être renommée photographie intuitive et pensée visuelle, parce que c'est plus adéquat de l'exprimer comme cela. Et voilà, je vous parlerai de ces deux formations que je vous proposerai à la fin du webinaire. Le triangle exposition. C'est parti. Euh, voilà, je suis très heureux. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ces choses-là avec des photographes. La mesure et la mise au point, c'est vrai que c'est pas souvent abordé. Ben oui, assez rarement, et c'est dommage. Et c'est dommage, et c'est vraiment un point important. Euh, Comme je vous le disais, nous allons voir le triangle d'exposition du point de vue de hein, à quoi ça sert le triangle d'exposition, à quoi ça sert les réglages. Parce qu'en réalité, les appareils photo, alors la présentation que vous allez voir ici, les visuels que vous allez voir, et j'ai réalisé cette présentation il y a 10 ans maintenant, c'était en 2015 que j'ai commencé à l'utiliser, donc presque 10 ans. Et donc voilà, vous allez voir des visuels très datés qui sont passés par plusieurs, des appareils qui ne sont plus les appareils qu'on achète aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde achète des hybrides, même si on va chez Canon, même si on va. Voilà. Mais euh, parlons des appareils. Pourquoi est-ce qu'on parle des réglages? À quoi mince va y avoir redite pour moi? J'ai regardé les chapitres du Triangle d'Expo sur la formation pensée visuelle achetée hier. Ah bah oui, oui, il va y avoir redite, oui. Alors, je vais passer dessus de manière plus brève, hein, mais y compris sur la composition, hein, sur ce qu'on va voir après. Voilà, très clairement. Hein, donc, les caméras, que ce soit votre appareil photo, que ce soit des compacts, que ce soit des bridges, quand je dis votre appareil photo, votre téléphone, pardon, que ce soit des gros réflexes, que ce soit de l'argentique, que ce soit des réflexes numériques, qu'on appelle DSLR, hein, Digital Single Lens Reflex en anglais, ou, euh, ou des hybrides mirrorless, mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ils sont tous construits de la même manière. Et c'est pour cela que les principes du triangle d'exposition s'appliquent à tous les appareils photo. Souvenir, j'ai eu un cybershot comme ça, bah voilà, oui. Oui, alors moi aussi, alors pas celui-là, mais j'ai eu un Canon, moi aussi, de ce. Et j'ai eu cet iPhone aussi. Et donc, ce petit schéma, alors j'ai laissé le schéma avec les petits chiffres, mais j'ai pas mis les explications de ce que sont les chiffres. Hein, donc, tous les appareils photo, y compris votre téléphone, hein, ils sont tous construits comme ça. Alors, il n'y a évidemment pas tous un miroir. Ici, ce que vous voyez, c'est le schéma d'un réflexe. Vous voyez ma souris, je crois, hein. Et donc, la lumière entre par ici la lentille, l'objectif. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas expliqué ces choses-là en français et j'ai beaucoup de mots anglais ou portugais qui me viennent. Et voilà, donc je vous prie d'excuser. Je vis au Brésil depuis 6 ans et ça doit faire 2 ans que je n'ai pas fait cette présentation. Plus que ça même. Et donc la lumière rentre par l'objectif dans les réflexes. Tape sur le miroir, d'accord? Va dans le prisme, d'accord? Suit ce petit chemin. Et ici, là, vous avez l'œilleton, là où on vise, d'accord? Ça, c'est le réflexe, d'accord? Dans le cas d'un mirrorless, pas de miroir, hein, d'accord? Mais vous avez quand même ce qu'on appelle un shutter, un obturateur, d'accord? Qui cache ici bah, la pellicule en argentique ou un capteur numérique avec un réflexe. Quand le miroir se lève, il laisse passer la lumière vers le. Hein, dans le cas d'un mirrorless, vous avez un obturateur qui s'ouvre, d'accord? Et c'est pour ça que l'innovation récente sur l'A7, c'est l'A7, c'est la 9, la 9 Mark III de Sony
avec un shutter universel, où vous n'avez pas d'obturateur mécanique qui se lève, qui crée des problèmes notamment en vidéo, ou quand vous faites du silencieux, par exemple. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous n'avez pas de miroir, c'est exactement le même principe. Votre téléphone, bah, c'est tout extrêmement compact, d'accord? Mais c'est exactement les mêmes principes, d'accord? Et ce sont, parce que ce sont ces principes optiques qui existent, que vous avez ce qu'on appelle un triangle d'exposition, qui est quelle est la quantité de lumière qui va arriver sur votre capteur. Je vais prendre le cas uniquement des capteurs numériques, où on place ces capteurs par pellicule si vous faites de l'argentique. Ah, mais je vais partir du principe que tout le monde fait du numérique, d'accord? Donc, donc, un appareil photo est structurellement complexe, c'est assez complexe de construire un appareil photo, mais fonctionnellement extrêmement simple. Pourquoi? Parce que les principes que vous venez de voir là, la lumière rentre, une optique finit par arriver sur un capteur numérique qui, lui, saisit la quantité de lumière, la lumière qui arrive sur le capteur. Eh bien, c'est fonctionnellement simple. C'est-à-dire que vous n'avez en réalité que trois éléments qui rentrent en ligne de compte dans l'exposition d'une photo. D'accord? Donc, l'objectif de tout ça, c'est quoi? L'objectif de tout ça, c'est ce que Depardon vous dit, c'est la technique. Ça doit s'apprendre, mais ça doit surtout ne pas se mettre en obstacle à votre créativité, en obstacle à votre photographie. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Ce qui est important, c'est de se débarrasser de ce qu'on est en train de voir pour ne plus jamais y penser et pour que tout devienne un réflexe. Comment est-ce qu'on fait pour que tout devienne un réflexe? Je ne devrais pas utiliser ce mot, mais pour que tout devienne une habitude et tout devienne facile. Eh bien, savoir comment est-ce que les réglages de votre appareil vont transformer, un, votre exposition, et deux, créativement, la photo que vous allez réaliser, les caractéristiques techniques de la photo que vous allez réaliser, et le sens et le message de ce que vous allez montrer, parce qu'il va y avoir un lien entre les deux, eh bien, voilà, l'objectif est que la technique ne soit pas un obstacle à votre photographie. Votre photographie, c'est l'étape d'après. D'accord? Donc, si vous retrouvez encore de temps en temps à regarder votre appareil photo, ah bon, comment je fais? Quel réglage je vais? Ou si vous ne changez, si vous avez des réglages semi-automatiques, par exemple, priorité ouverture, priorité vitesse, et que vous ne passez jamais de l'un à l'autre, que vous restez tout le temps sur le même, bah, c'est-à-dire que toutes les situations ne sont pas bonnes pour la priorité ouverture. Toutes les situations ne sont pas bonnes pour la priorité vitesse. Ça veut dire que vous manquez d'habitude sur certains des réglages, que vous avez besoin de prendre des habitudes sur ces réglages pour savoir, ah, ok, voilà ce qui se passe devant moi, voilà le type de photo que j'ai envie de faire, voilà comment je vais régler mon appareil photo, automatique, manuel ou comme vous voulez, mais que ce soit rapide, que votre prise de décision soit rapide. Donc, si votre prise de décision est encore un petit peu hésitante, même si vous avez de l'expérience en photographie, eh ben, c'est peut-être que vous avez eu la paresse de ne pas prendre des habitudes sur certains réglages de votre appareil photo. Et donc, le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, c'est la première étape, avoir suffisamment de lumière sur votre capteur pour avoir une photo. D'accord? C'est avant de parler de qu'est-ce qu'on met dans le cadre, composition. Ce sera la deuxième partie. Excusez-moi, cette présentation est en anglais et ça fait 10 ans que je ne l'ai pas changé et que je m'excuse d'avoir une présentation en anglais. Quels sont les trois éléments que l'on trouve dans le triangle d'exposition? Ce sont les trois seuls réglages qui influencent la quantité de lumière de votre exposition. Vitesse, sensibilité, vitesse d'obturation, sensibilité du capteur ou de la pellicule et ouverture de l'optique. Ce sont les trois seuls. Pourquoi est-ce qu'on parle de triangle? Parce que vous allez bouger l'un des trois curseurs, ça va changer la quantité de lumière qui rentre dans votre appareil photo et qui est captée par votre capteur. Et donc, trois points, ça fait une surface et ça fait un triangle. Donc, vous allez bouger des éléments du triangle. Vous comprenez bien avec une surface, si je mets moins de lumière par la vitesse, ou moins de lumière par l'obturation, ou moins de lumière par la sensibilité,
Voilà, ma surface baisse, donc ma quantité de lumière qui rentre, ma quantité de lumière qui rentre sur mon capteur baisse, et donc ma photo est moins exposée. D'accord? La difficulté, c'est que chacun des trois éléments du triangle d'exposition, un, fonctionne différemment, font référence à des choses différentes et ont des conséquences créatives radicalement différentes. Et donc, le choix de la première décision que vous allez prendre, même si vous avez un réglage automatique, est comment est-ce que je vais modifier la quantité de lumière qui rentre dans mon appareil photo? Est-ce que je le fais par la vitesse ou est-ce que je le fais par l'ouverture? Ça ne va pas avoir les mêmes conséquences créatives sur votre photo. Par conséquent, savoir quelles sont ces conséquences créatives va être crucial pour décider, pour prendre cette décision. D'accord? Vous avez une contrainte qui est la quantité de lumière disponible sur votre scène. Hein, vous en avez plus ou moins. D'accord? Quelles sont les trois conséquences de l'ouverture, de la vitesse et de la sensibilité? Traditionnellement, sur vos appareils photo, enfin, c'est pas traditionnellement, vous allez avoir des modes semi-automatiques, priorité vitesse, souvent noté A, c'est AV, je crois, chez Canon. Et pour la vitesse, hein, le mode priorité vitesse sur votre appareil photo, vous pouvez regarder si vous l'avez devant vous, hein, c'est souvent S ou TV chez Canon, qui fait rien comme tout le monde. D'accord? Donc A et S. Mais vous noterez que vous n'avez pas de priorité sensibilité. En général, la sensibilité, ben, soit on la met en automatique, je vous le déconseille, soit on choisit un niveau de sensibilité. Mais en réalité, on peut réduire les réglages de son appareil photo à deux réglages. Ça suffit. Pourquoi? Parce que la sensibilité va avoir assez peu d'impact créatif. Il y a un impact créatif, mais le bruit numérique, on va en parler, mais ce sont surtout l'ouverture et la vitesse qui vont en avoir un impact créatif sur vos photos. Par voie de conséquence, vous n'avez que deux modes semi-automatiques sur lesquels je vais vous conseiller de toujours de ne pas choisir une sensibilité automatique. Pourquoi? Eh bien, pour que votre appareil photo ne change qu'un seul des deux autres paramètres. Je vais m'expliquer quand on va parler de l'ouverture et de la vitesse. Hein, mais mon conseil, c'est garder un niveau de sensibilité, et je vous ai expliqué comment fonctionne la sensibilité, un niveau constant sur votre sensibilité. Et donc, je vous propose ici, on fait un petit exercice, je vous propose trois réglages qui proposent la même quantité de lumière. D'accord? Donc F8, le premier, F8, 250e de seconde, 400 ISO. C'est pour voir s'il y en a qui ont déjà de l'expérience. Je vais leur dire, c'est bon, vous pouvez y aller. Non, vous pouvez rester, bien sûr. Deuxième réglage, F4, 500e de seconde, 200 ISO. Troisième réglage, F16, 30e, 30e de seconde, 200 ISO. Ces trois réglages, on propose à votre appareil photo de capter la même quantité de lumière. Après, vous avez une quantité de lumière disponible. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Voilà, ça, c'est à voir. Mais en tout cas, ces trois réglages vont capter la même quantité de lumière. Alors, les deux premiers, F8, F4, 250e ou 500e de seconde. Est-ce que. Alors, vous pouvez me dire dans le chat si vous le souhaitez, la différence entre ces deux réglages, quel va être l'impact. Et voilà, vous avez 400 ISO ou 200 ISO. Bon, l'impact, franchement, va être assez léger, notamment sur les appareils modernes. Si vous avez un appareil qui a moins de 5 ans, voire même moins de 10, 200 ou 400, ça ne va pas avoir d'impact. Profondeur de champ pour le F, profondeur de champ. OK. Et pour la vitesse, dans quel cas de figure? Alors, profondeur de champ et flou de mouvement. Alors, si tu arrives à avoir un flou de mouvement ou 250e de seconde, euh, tu m'appelles. D'accord? Donc, figer le mouvement à 500, à 250 aussi. Alors, dans quel cas de figure? Mouvement figé avec vitesse élevée. Flou de mouvement en automobile? Oui. Flou de mouvement en automobile au 250e de seconde. La vitesse du sujet à 500.
pour une bagnole qui passe vite, si vous faites de la voiture de course, si vous faites de la Formule 1, si vous faites des choses comme ça, ou des oiseaux en vol, le 250e de seconde, c'est pas assez. Il faut être plus rapide que ça. Vitesse de marche figée, oui, 250e de seconde, même quelqu'un qui marche, tu vas le figer. Mais oui, oui, c'est ça, vitesse de marche figée, exactement. Hein. Donc, et le troisième réglage, ceux qui savent, F16, 30e de seconde. On fait ça dans quel cas de figure? Toujours avec 200 ISO. Filet. Alors oui, tu peux faire un filet. Voilà, c'est vraiment un réglage très caractéristique. Pause longue, c'est pas vraiment de la pause longue. Non, mais dans quel cas créatif? Architecture, bien sûr. Hein, sur trépied, au 30e de seconde, F16 pour avoir une très longue profondeur de champ en architecture. D'accord. Donc c'est bien, voilà, nuit. Je vais rentrer dans les détails, hein, mais vous voyez, pour ceux qui débutent, pour ceux qui ont peu d'expérience, il y avait quelqu'un à Lisbonne, hein, et puis je sais qu'il y a des gens ici qui débutent. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui connaissent, mais moi je veux vraiment se concentrer. Voilà. Donc voilà, ce ne sont pas mes photos. Hein. Sur votre moulin, si je suis au 20e de seconde, d'accord, à ISO 100, d'accord, F16, regardez mes nuages. Et si je suis au 640e de seconde, à F8, on va figer les nuages. Ça ne donne pas le même effet. Et vous voyez les pales qui sont les pales du moulin, c'est comme ça qu'on dit. Vous voyez les pales ici, d'accord. Et regardez comment c'est intéressant ici. Ici, vous avez un plus 0,33 de compensation. Qu'est-ce que c'est ça, le plus 0,33? Le plus 0,33, c'est ce qu'on appelle l'IL, l'indice de luminosité. Donc, plus 33 de compensation, ça veut dire un tiers d'indice de luminosité, 0,33. Un indice, hein, c'est une convention, mais c'est une convention universelle dans la photographie, d'accord. Et c'est de compensation. Compensation de quoi? Pour votre appareil photo. Et vous retrouvez la compensation d'exposition sur votre appareil photo avec une petite réglette, d'accord, qui va de -3 à +3 sur tous les appareils photo au monde. Et cette réglette, vous pouvez l'utiliser pour surexposer ou sous-exposer, et on va en parler ensuite, d'accord. D'accord. Ça va avoir des effets créatifs aussi qui sont différents. Où est-ce que vous le voyez, cet effet créatif différent du plus 0,33 de compensation? Je vais vous le dire hein, pour éviter les allers-retours dans le chat. Regardez sur le moulin ici. Là, c'est légèrement surexposé. On a beaucoup moins de texture. D'accord. Et vous voyez ici, là, on arrive beaucoup mieux à voir la couleur réelle, alors que là, cette sorte de beige crème est devenu carrément blanc. D'accord. Après, l'idée, c'est pas de savoir si c'est réaliste ou pas réaliste, c'est simplement ça va modifier votre photo créativement, hein, de légèrement surexposer votre photo. D'accord. Donc, hein, le plus 0,33 de compensation d'exposition. La compensation d'exposition, la réglette de -3 à +3, vous ne l'utiliserez que sur des modes automatiques ou semi-automatiques. La compensation agit sur la vitesse ou l'ouverture, parfois sur les deux, en mode P par exemple, qui est un mode automatique sur lequel vous avez encore le contrôle de vos réglages. D'accord. Mais effectivement, c'est l'un ou l'autre quand on est en mode semi-automatique. Priorité vitesse ou priorité ouverture. Je vais vous expliquer ces modes de réglage pour ceux qui débutent. D'accord. Voilà, j'ai devancé hein, ma petite réglette de -3. Qu'est-ce que ça veut dire -3? Ça veut dire que je sous-expose de 3 indices de luminosité. D'accord. Et vous noterez, peut-être que tout le monde ne le sait pas, même sur ceux qui ont des connaissances, que vous avez des molettes sur vos appareils photo, d'accord, où vous allez régler l'ouverture, la vitesse, d'accord. Chaque cran sur l'ouverture ou sur la vitesse ou sur les ISO, chaque cran est un tiers d'indice de luminosité. Ça permet eh bien, de savoir que vous en rajoutez 1, 2, 3, notamment en manuel, sur l'ouverture. Si vous êtes bien exposé, vous pouvez en enlever 1, 2, 3. Vous voyez, 3 crans sur la vitesse. Et de savoir que sans avoir à pousser à faire des calculs sur la vitesse ou sur l'ouverture. Donc ça, c'est assez pratique. La particularité sur la sensibilité, c'est que la quantité de lumière augmente d'un indice de luminosité quand la sensibilité, quand les ISO doublent, passent de 200 à 400. Donc vous avez autant de lumière
en plus dans votre appareil photo entre 200 et 400 qu'entre 400 et 800. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter de plus en plus. Ça double à chaque fois, 800, 1600, 3200. Mais vous noterez que à chaque fois, c'est un tiers d'indice de luminosité sur l'écran de votre réglage. Donc, c'est assez intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que c'est qu'un indice de luminosité? Encore une fois, c'est une convention qui permet de déterminer une quantité de lumière et qui va fonctionner dans tous les cas de figure. Parlons un peu du focus. La particularité du focus, c'est que il est très souvent attaché là où vous faites votre point, votre autofocus, votre focus automatique, là où vous faites votre point, ça va prendre en même temps, ça va faire en même temps là où vous faites votre point, la mesure d'exposition selon. Vous avez aussi des réglages de mesure d'exposition. Tout ça, ça permet d'indiquer au mode semi-automatique le type de photo que vous voulez faire. Donc moi, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je travaille. Ça ne, ça ne va pas être une règle absolue. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de trouver, de tester d'abord, et de trouver les réglages qui vous conviennent. Parce que je travaille beaucoup en photographie de rue. Eh bien, moi, je vais utiliser un autofocus qui va être, et une mesure d'exposition qui va être sur le centre de l'appareil. D'accord? Et mon autofocus, vous avez trois réglages d'autofocus. D'accord? Donc, vous avez quelle est la plage sur laquelle il va faire son autofocus. Moi, je décide que c'est que au centre. D'accord? Mais vous pouvez décider, si vous décidez que c'est toute la plage, que c'est tout le capteur où il peut aller choisir son sujet, le problème, c'est que vous ne décidez pas quel est le sujet. Et moi, si mon sujet est un petit peu décentré, bah, je préfère attraper mon sujet, garder mon focus et ensuite composer. C'est une manière de faire. Je ne dis pas que c'est la bonne, c'est celle que j'ai choisie. D'accord? Donc, premièrement, quelle est la zone de focus que je vais utiliser? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez régler sur votre appareil. C'est différent sur tous les appareils. Regardez votre manuel, regardez sur Internet des vidéos sur YouTube, il y en a plein, selon votre appareil. D'accord? Et puis tester les différentes manières de faire. Par exemple, moi, quand je photographie mes enfants, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire un mode d'autofocus, vous avez deux modes d'autofocus principaux qui sont ce qu'on appelle le single shot et le continu. D'accord? Et vous avez en général un mode hybride. Le single shot, c'est je fais mon focus à un endroit. Tant que je garde mon doigt appuyé à la moitié sur mon appareil photo, il va garder la distance de focus. Donc moi, je fais mon point à une distance de focus qui m'intéresse. Et ensuite, je la garde, je compose. Je peux même la garder très longtemps, faire plusieurs photos avec une distance de focus. D'accord? Notamment si je ne bouge pas, en général. D'accord? Donc, plage d'autofocus et également le mode single shot où qu'est-ce qui se passe en continu? Eh bien, en continu, quand j'attrape un sujet, mon appareil photo va suivre le sujet. Notamment, les appareils modernes, ils suivent sur l'œil, si vous avez quelqu'un dont on voit l'œil. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Moi, ce sont des réglages dont j'ai besoin quand mes enfants ils bougent. C'est impossible. Ils ont bientôt 4 et 5 ans. Ah, c'est impossible de faire des mises en scène. C'est très compliqué, quoi, on va dire. Donc, moi, j'ai résolu ça. Je passe en mode d'autofocus continu pour suivre mes sujets, pour que la distance s'adapte en permanence. Et j'ai une plage d'autofocus qui est sur tout mon appareil photo, parce qu'il y en a un qui va rentrer là et l'autre qui va rentrer là. Et puis après, bah, j'identifie si mon appareil a attrapé le bon sujet. Mais je n'ai plus pensé à l'autofocus. Je sais que je vais photographier mes enfants et que mes enfants seront nets sur mon appareil photo. Après, j'ai plus qu'à gérer ma distance, ma photo en réalité. D'accord? Donc, voilà, le focus. La particularité et la grosse difficulté, notamment pour les débutants, c'est que quand vous êtes en mode semi-automatique, bah, là où vous faites votre focus, vous avez en même temps votre mesure d'exposition qui va être faite. Et si vous changez jamais votre mesure d'exposition, vous allez être par défaut en évaluatif. Ce qu'on appelle évaluatif, en fait, il va gérer en fait, votre appareil photo va essayer de bien exposer l'ensemble de votre photo. Et moi, typiquement, bah, ce n'est pas quelque chose que je veux. Donc,
Moi, ce que je veux, c'est que là où j'ai fait mon point, donc c'est pour ça, moi, j'ai mis tout au centre, comme ça, je gère mon centre. Le centre, qui va être ma mesure d'exposition, et ma distance. Typiquement, cas de figure. Si, là, c'était le cas à Lisbonne, on avait des grandes entrées de soleil, et puis on avait des zones qui étaient complètement à l'ombre. D'accord. Donc moi, dans ces cas-là, est-ce que vous arrivez à bien me voir? Oui, ça va. Parce que ça s'est beaucoup ralenti sur mon flickering. All good. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, apparemment, c'est rude. Donc, le cas de figure à Lisbonne. Hein, vous avez, vous avez moi, j'avais des zones dans la lumière pleine et des zones avec des ombres totales. Donc là, parce que je sais quelles vont être la conséquence de mes réglages, j'ai une manière de procéder. Et en numérique, mon conseil, c'est faites votre mesure. On dit de faire la mesure d'exposition sur les hautes lumières. Les hautes lumières, là, c'est là où il y a le soleil à Lisbonne. Enfin, c'est toujours là où, mais parfois il n'y a pas de soleil. Regardez où est-ce que vous avez le plus de lumière. C'est là que je vous conseille de faire votre mesure d'exposition. Ce que vous cherchez à faire, c'est à bien exposer les hautes lumières. Si vous faites de la pellicule, en revanche, là, c'est l'inverse. Hein, traditionnellement, la pellicule, on fait sa mesure d'exposition sur les basses lumières. Pourquoi? Bah parce qu'en numérique, on arrive mieux à rattraper les basses lumières. Donc, si les basses lumières sont sous-exposées, c'est pas grave. Et dans la pellicule, on arrive mieux à récupérer au développement les hautes lumières. Donc, on fait ça, on essaie de bien exposer les basses lumières qu'on n'arrive pas à récupérer. Et en numérique, on essaie de bien exposer les hautes lumières qu'on a plus de mal à récupérer. Quand une photo est brûlée en numérique, c'est fini. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez des zones qui sont, on dit que c'est brûlé, mais ce sont des zones blanches et il n'y a plus d'information en fait. Hein, donc c'est mieux de sous-exposer en numérique que de surexposer. Ça lag, mais est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, c'est le plus important. Super. Euh, d'accord. Donc quand je suis dans la rue à Lisbonne, eh bien moi, je vais sous-exposer de -0,3, voire -0,7, 2 tiers d'indice de luminosité, 2 tiers d'IL, d'accord, sous-exposer, et faire ma mesure d'exposition sur les hautes lumières. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à relativement bien exposer mes hautes lumières. En réalité, je les ai sous-exposées, puisque je suis à -0,7. Mais comme c'est des endroits où il y a où il y a plein de lumière, tout va bien, j'ai assez d'informations. Hein, et puis, je ne prends pas le risque de surexposer mes hautes lumières, même dans ces conditions-là. Mais ça va avoir une conséquence, c'est que ça va créer des zones. Après, moi, c'est le type de photo que j'aime. Hein. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je vous dis simplement comment est-ce que je fonctionne pour que, enfin, si vous voulez refaire, hein, et moi, mes zones d'ombre, elles sont très sombres. D'accord. Et ça me permet d'avoir. Ce qui est intéressant avec les hybrides, c'est qu'on a notre exposition quand on regarde dans l'œilleton ou sur notre écran. D'accord. Contrairement à avant, avec des réflexes, avec les réflexes numériques, on n'avait que la réglette pour savoir si on était surexposé, sous-exposé. Et si on ne savait pas si on était en centré ou en évaluatif, qu'est-ce que c'est le centré et l'évaluatif? C'est justement cette mesure d'exposition. Hein, c'est est-ce que où est-ce qu'il va faire cette mesure d'exposition? Sur la zone centrée ou sur tout l'appareil photo? Et c'est pour ça que vous avez un bouton à l'arrière de votre appareil photo, en général, pour fixer cette exposition. D'accord. Donc, ça peut être un peu compliqué de gérer ces deux boutons en même temps. Ça va aussi faire votre focus si vous le souhaitez. Hein, mais vous pouvez gérer avec ce bouton arrière et fixer votre exposition. Donc, ça peut être un petit peu compliqué à manipuler, mais moi, je fais les deux en même temps. Je fais mon focus sur une zone où il y a de la lumière à la distance qui m'intéresse. Donc, parfois, ça n'arrive pas. À ce moment-là, je change mon exposition. Je peux d'abord mesurer l'expo et la fixer après, et ensuite fixer le focus. Tout à fait. Pour moi, ça fait plus de manipulation. Et dans la rue, quand les scènes passent vite, je préfère faire les deux en même temps. Voire, je préfère faire du zone focus pour même pas faire de focus et ne me concentrer que sur mon exposition. D'accord. Donc, ça fait beaucoup d'informations pour ceux qui débutent. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous ne maîtrisez pas ça,
vous ne savez pas où vous allez faire votre focus, vous ne savez pas comment va être exposée votre photo, et donc vous n'avez plus de maîtrise sur le rendu de votre photo. C'est ça notre objectif, c'est de maîtriser créativement ce que va sortir notre appareil photo. Est-ce que je peux expliquer l'hyperfocale? Pardon Nathalie, mais non. L'hyperfocale, c'est un sujet, enfin voilà, il me faudrait quasiment 10 minutes pour expliquer l'hyperfocale. Et je ne vais pas expliquer l'hyperfocale. Je l'explique dans ma formation sur la photo de rue, en détail. Mais voilà, désolé, mais c'est vraiment pas l'objet aujourd'hui sur l'hyperfocale, même si je l'ai évoqué. Donc assez rapidement, les trois, réglages du triangle d'exposition. L'ouverture. Pourquoi est-ce que l'ouverture est une fraction? Parce que c'est une différence entre deux distances. Ici, vous pouvez regarder sur vos appareils photo si vous en avez un. Vous pouvez voir sur tous les appareils photo modernes, hein, alors sur quelques compacts, vous n'allez pas voir ça. Vous voyez ce petit cercle qui est traversé par un. Tous vos appareils photo ont ça. C'est le positionnement de votre capteur. La distance entre ici, la lumière qui rentre dans votre objectif, la distance petit f, le diamètre de votre capteur, eh ben, la fraction, l'unité f, quand on dit f8, f5,6, f2,8, pourquoi est-ce que plus c'est petit, plus il y a de lumière? Bon, moi, j'ai mis vachement longtemps à apprendre ça. Ben, c'est parce que c'est une fraction. C'est de l'optique, tout simplement. Hein, donc, c'est la différence entre. C'est une fraction entre deux distances, d'accord? L'ouverture, on le gère sur l'objectif. On le gère sur l'objectif, mais tu peux aussi le régler sur ton appareil photo. Si ton, enfin voilà, la plupart des objectifs et des appareils modernes, le réglage se fait automatiquement depuis ton appareil. Tu peux aussi normalement le faire. Enfin, ça dépend. Toutes les optiques ne le permettent pas. Mais d'accord. Et donc l'ouverture, comme on l'a vu, va être un principal élément de contrôle de la profondeur de champ. Quels sont les deux cas de figure? Je m'adresse aux débutants, hein, évidemment, mais pour ceux qui savent, à quoi est-ce que ça sert l'ouverture? Oui, c'est la profondeur de champ. Quels sont les grands cas de figure dans lesquels on utilise la profondeur de champ? Et me dites pas la photo de sport parce que c'est pas le bon cas. Tu vas dans le i des infos puis avec la manette. Ça, je vous laisse voir pour les Nikon. Vous avez deux grands genres photographiques. Le portrait, la macro, tout à fait. Alors vous avez un autre qui est un peu plus classique, où on a besoin de gérer la profondeur de champ. Le portrait. Tout le monde me dit le portrait. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on baisse la profondeur de champ, on va avoir un flou d'arrière-plan. D'accord. Le paysage, merci. Le paysage, l'architecture. Hein. Mais pour moi, l'architecture, c'est du paysage urbain. Hein. C'est le même procédé. Le sujet ne s'aborde pas de la même manière en composition, mais techniquement, c'est vraiment, ça relève des mêmes procédés. Hein, donc la profondeur de champ, quand, quand vous avez peu de lumière, vous avez besoin d'ouvrir au maximum. Hein, pourquoi? Pour faire rentrer un maximum de lumière possible en fonction de votre appareil photo. Hein, donc le F que vous voyez sur toutes vos optiques. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux, parfois, des chiffres? Vous avez par exemple F 3, 5, 5, 6. Eh bien, c'est parce que ça dépend de la focale à laquelle vous êtes. Et en général, le 3,5, l'ouverture maximale, c'est quand on est sur la focale la plus c'est pas en général, c'est quand on est sur la focale la plus large. Et sur une optique, si vous voyez 3,5, 5,6, 5,6, ça va être l'ouverture maximale, mais quand vous êtes zoomé, quand vous avez votre focale qui est zoomée. C'est pour ça qu'on parle d'objectifs à ouverture constante. C'est parce que, hein, des zooms par exemple, qui sont à ouverture constante, c'est parce que quelle que soit la plage focale que vous utilisez, vous avez la même capacité à la grande ouverture. Quelle est la principale conséquence de ça? Ça fait des très gros objectifs, justement pour avoir cette focale constante.
Parce qu'il faut pouvoir, hein, dans notre fraction, même avec une focale très longue, hein, 24, 70 mm, on a besoin que ce soit que le diamètre de votre optique, la quantité de lumière qui rentre, soit là aussi très grande et bah, ça va avoir un impact sur toutes les plages focales. Hein. C'est pour ça que ça fait des grosses optiques qui sont en général assez lourdes. Et c'est aussi pour cette raison que les optiques qui ouvrent le plus sont des optiques, sont des focales fixes. Donc, quand on parle de full stop, quand on parle de, comment on dit en français, de diaph, de diaphragme, tout ça, c'est la même manière de dire un indice de luminosité. Un diaph, deux diaphes en français. Hein, un stop, un demi-stop, un tiers de stop en anglais. Ce sont des indices de luminosité, IL. C'est vrai, je sais que c'est pour débutants, j'en suis très client, mais même si je fais de très belles photos par instinct, surtout avec smartphone, mais je ne comprends pas la moitié des termes, donc je vais arrêter. Ah bah je suis navré. Je suis navré, Patrick. Demande-moi, c'est vraiment pour toi que j'essaie d'expliquer toutes ces choses-là. Dis-moi quels sont les termes que tu ne comprends pas et je me ferai un grand plaisir de te les expliquer. Parlons de vitesse. Donc, on a vu sur le réglage de votre appareil photo, hein, le F, l'ouverture. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est une fraction, la vitesse? Parce que c'est une durée, c'est un temps d'exposition. On parle de pause longue. Ce qui est long, c'est le temps d'exposition. D'accord? Ou on parle de vitesse rapide. C'est un temps d'exposition qui est court. Et le temps est exprimé sur notre appareil photo en secondes ou en fractions de secondes. C'est vrai qu'au début, c'est compliqué, mais avec un peu d'études, on comprend mieux. Bah oui, c'est vraiment, c'est exactement pour vous. Donc, si j'emploie des termes qui sont trop techniques, est-ce qu'un replay sera dispo? Oui, le replay sera dispo dès demain. Et oui, on va passer assez rapidement à la partie composition. Donc, la vitesse. Donc, la vitesse, vous noterez sur votre appareil photo que si vous allez vers la droite, vous allez mettre plus de lumière, un tiers d'indice de luminosité à chaque fois, avec vos petites molettes, d'accord? Quand vous êtes sur un réglage semi-automatique. Et quand vous allez vers la gauche, vous avez moins de lumière qui rentre. C'est aussi assez pratique de savoir, pour ne pas avoir à retenir qui fait quoi, quand, où, et dans quel sens est-ce que je vais. Hein. Donc c'est assez pratique et ça aussi c'est une convention. D'accord. Donc, mais c'est pour ça que si vous allez vers les pauses lentes, que vous êtes de plus en plus lent, vous allez avoir 60e de seconde, 30e de seconde, 15e de seconde, puis ça va arriver à 0,5 et vous allez avoir deux petits trucs à côté. C'est parce qu'on est passé en secondes. 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, et puis jusqu'à 30, d'accord. Et là, ce sont des secondes. Donc c'est pour ça qu'à un moment, ça bascule en fraction. Le problème, c'est que la fraction n'est pas toujours indiquée sur vos appareils photo. Donc parfois, vous passez de 500, vous baissez, vous baissez, vous baissez, et puis ça recommence à monter. Donc ça paraît un petit peu complexe, mais quand on sait que c'est des secondes, bah, on le retient. D'accord. Et donc là, comme certains l'ont dit, la vitesse va avoir pour principale fonction créative de figer le mouvement. Et donc là, malheureusement, excusez-moi pour la qualité de l'image qui est totalement pixelisée. Enfin, de toute façon, je ne vais pas la voir en détail, cette image. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de connaître des niveaux de vitesse en fonction des sujets et de la vitesse des sujets. Quelques conventions, si vous faites de la photographie de rue, essayez d'être au moins au 250e de seconde pour figer les personnes qui sont... les pauses lentes commencent à partir du quart de seconde, de la demi-seconde, voire d'une seconde, et ça va avoir des effets sur l'eau dès la demi-seconde. Mais là, vous allez avoir besoin d'un stabilisateur très puissant, mais il y a des appareils modernes qui ont des stabilisateurs sur le capteur. Si on arrive à pas bouger, pas trop bouger, ça se voit vraiment pas sinon, bah, vous passez au trépied à partir de la demi-seconde. Et pour créer soit des filets, soit ce qu'on appelle des pauses lentes. D'accord. Et ensuite, pour créer un filet au 30e, au 15e de seconde, au 60e de seconde, il faut que ça aille vite.
Mais moi, c'est souvent en 30e de seconde que j'essaie de faire des filets, notamment sur des vélos, ou hein, pour toujours, au lieu de figer la vitesse, bah là, vous allez exprimer la vitesse dans un filet. Et ensuite, si vous voulez figer ou faire un filet avec une voiture, le 250e de seconde, 500e de seconde si vous voulez filer. Et ensuite, un oiseau en vol. En général, c'est assez loin, c'est des focales très longues, millième de seconde, mais je vous conseille plutôt le 2 millième ou le 4 millième de seconde. Désolé pour ceux qui ont, où il y a trop de termes techniques. Euh, enfin voilà, la formation que je vais vous proposer, où je revois tout ça en détail et de manière plus approfondie, et toujours en fonction de ce que j'appelle la pensée visuelle, à quoi est-ce que ça sert de penser sa photo créativement et de déduire les réglages techniques qui vont vous permettre hein, voilà, c'est vraiment c'est l'objectif de ça. Donc, enfin voilà, après le webinaire, c'est fait de manière accélérée, de manière assez resserrée. Mais donc la vitesse, apprenez les niveaux de vitesse qui vont vous permettre de figer ou de faire des filets. Et le troisième élément du triangle d'exposition, hein, mais encore une fois, moi je vous conseille d'être vraiment sur hein, la sensibilité. L'unité, ce sont des ISO. Les ISO 100, 200, 400 correspondent exactement à la quantité de lumière des ASA de la pellicule. 100, 200, 400. Simplement, les capteurs numériques maintenant, alors vraiment, cette présentation a 10 ans, maintenant le bruit numérique à 1600 ISO et plus du tout aussi, mais il y a 10 ans, c'était 1600, on essayait d'éviter. Quoi. Ah, maintenant, on peut aller à 6400 ou à 10 000. Franchement, je mets quiconque au défi de le voir une fois que ça a été traité. Donc voilà, mais la principale conséquence créative de la sensibilité, c'est le grain. C'est un grain, mais on appelle ça aussi un bruit numérique. C'est pas vraiment un grain type pellicule. Hein, c'est vraiment un grain. Vous avez deux grains assez différents, deux types de bruit. Vous avez un bruit chromatique et un bruit de luminance, qui sont pas exactement pareils, mais qui vont se créer, en fait, votre capteur et crée des points qui n'existent pas, que lui n'arrive pas à voir, en fait. C'est une manière très résumée hein, de ce que c'est que le bruit numérique. Donc, vraiment, si vous ne voulez pas avoir de bruit, il vaut mieux être à 100. C'est pour ça qu'en paysage, traditionnellement, en tout cas il y a 10 ans, on essayait d'être à ISO 100, ISO 200, parce que plus votre pose est lente, plus le bruit numérique potentiellement euh, va être présent. Mais en réalité, maintenant, voilà, vraiment, vous pouvez monter en ISO. Ce qu'on appelle monter en ISO, c'est monter en sensibilité de manière assez radicale sur les capteurs récents. Mais oui, on peut se servir de ce bruit numérique comme d'un grain, notamment en noir et blanc. Voilà, et puis simplement, créativement, voilà, ça peut être un effet qui est apprécié. Moi, mon objet, c'est pas de juger l'utilisation qui en est faite, mais c'est vrai que c'est la seule conséquence créative, mais qui est plutôt initialement, on appelle ça un bruit ou c'est plutôt un parasite, mais il y a effectivement des gens qui s'en servent créativement. Merci de l'avoir relevé, c'est fort. Et donc la profondeur de champ, on a vu que la profondeur de champ, on la contrôle avec l'ouverture. Plus je vais ouvrir, donc plus ma fraction est petite, plus je vais faire rentrer de lumière, plus ma profondeur de champ va être courte. Hein, donc on essaye d'ouvrir pour faire du portrait. À l'inverse, si je fais du paysage ou de l'architecture, il y a d'autres cas de figure, hein, mais aussi en photographie de rue, si on veut avoir plusieurs plans qui soient nets dans une même photo, eh bien on va fermer. D'accord. Donc, en réalité, traditionnellement, on dit qu'on contrôle la profondeur de champ par l'ouverture. En réalité, on ne la contrôle pas seulement avec l'ouverture. La profondeur de champ est la conséquence de trois paramètres. La focale que vous utilisez, donc le niveau de zoom, si vous avez un zoom, la distance avec votre sujet, d'accord. Et donc, ces deux éléments, plus vous vous approchez, plus la profondeur de champ va être courte. Donc, si par exemple, vous avez une optique qui n'ouvre pas assez, mais vous voulez faire un flou d'arrière-plan, approchez-vous, notamment en portrait. Hein, ça va accentuer
ça va réduire la profondeur de champ. Ça va accentuer le flou d'arrière-plan. Et, hein, et également la focale. C'est pour ça qu'on fait traditionnellement aussi des portraits plutôt en 85, au 85 mm, au 135 mm, ou si vous avez des zooms, on zoome au maximum pour réduire la profondeur de champ. Mais à une distance donnée et avec une focale donnée, si vous ne changez pas votre optique ou si vous ne changez pas votre niveau de zoom, donc sur une photo qui est faite, qui est cadrée, le seul paramètre que vous avez, c'est effectivement l'ouverture. Mais n'oubliez pas qu'il y en a deux autres. Vous pouvez aussi vous approcher ou changer de focale, soit en zoomant, soit en changeant d'optique. Et oui, le grain peut se supprimer extrêmement facilement ou peut se créer. Je préfère, si vous voulez avoir un grain artistique, bah, le créer par logiciel plutôt que de l'avoir avec du bruit numérique. Donc, voilà. Parce que sur Lightroom, par exemple, votre grain, enfin, moi j'aime bien avoir un petit grain sur mes photos et je décide de la taille de mon grain, de sa densité. Voilà, c'est vraiment contrôler tout, alors que le bruit numérique, bah, vous ne maîtrisez pas, on va dire, par défaut. On fait une petite pause. Ça vous va? Ça vous plaît jusqu'à présent? Une petite pause de 3 minutes. Moi, je vais me prendre un verre d'eau et on va parler de composition juste après. Est-ce que même des gens qui ont de l'expérience, est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? C'est parfait, merci. Vous êtes combien? Vous êtes 85 encore? Ah, mais c'est bien. C'est bien, super. Vous avez vu jusqu'à combien c'est monté? Juste par curiosité. Je vais effectivement aller chercher mon verre d'eau. Ok. Un refresh, bah oui, c'est toujours intéressant. Les rappels sont sympas. Bah, il y a toujours des petits trucs qu'on oublie. Je sais que, bon, c'est vrai que moi maintenant, voilà, c'est avec. Il y a un peu de bagage, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à. Mais je me souviens même dans mes premières années de professionnel où quand j'ai commencé à enseigner ces choses-là, bah, il y avait des choses. Moi, les trois éléments sur la mise au point, c'est quand j'ai fait cette présentation. C'était il y a 10 ans, hein, mais que j'ai. Ah oui, je savais pas que la distance. Et j'étais déjà professionnel, hein, donc, ouais, il y a vraiment. Il y a beaucoup d'éléments techniques. Mais c'est vrai que là, moi, mon conseil sur chacun des éléments que nous avons vus, quand vous verrez le replay ou quand vous, pour vos prochaines sorties photos, vous prenez un élément technique et vous faites une cinquantaine de photos avec, où vous variez cet élément technique, de manière à prendre de l'habitude et de voir les conséquences que ça a sur votre photo. Et encore une fois, pour que derrière, bah, vous ayez plus à y penser. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la composition. Je finis mon verre d'eau, je vais le remplir et j'arrive. Beaucoup de pratique. Bah, on va en parler, hein. La pratique délibérée, c'est vraiment. Je suis en début de formation et il y a un mois, ces choses étaient très complexes, confuses. Les rappels successifs m'aident à mieux comprendre. Bah ouais, mais c'est vraiment comme ça que ça rentre, hein. Puis on va pas se mentir. Enfin, créativement, c'est intéressant de savoir à quoi ça sert techniquement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie créative. Donc c'est vraiment voilà, avoir une photo bien exposée, c'est vraiment l'étape un, quoi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir une belle photo qui soit bien exposée. Et comment est-ce qu'on fait ça? Par la composition. Certains l'ont peut-être vu, et je vous le redirai un petit peu plus tard. Mince, ce que j'ai fait. Oh, mais je peux décider de la taille du gars et de sa position. Oh, ah ouais, mais je savais pas du tout. Ah oui, mais d'accord, c'est comme ça qu'on fait. Et là, si je fais ça? Ah mais oui, d'accord. Ah mais c'est génial. Excusez-moi, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Ah mais c'est parfait.
Ah oui, donc pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux faire. J'arrive, excusez-moi, vraiment, excusez-moi, je découvre ces réglages. Excusez-moi, j'ai partagé mon bureau au lieu de partager. euh, Là, je reste comme ça, mais moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Non, j'ai pas partagé le bon écran. Ah bah ouais, on est beaucoup mieux là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas mal. Ah bah voilà, non mais excusez-moi, je découvre ces fonctionnalités. Donc il y a bien une fonctionnalité où bah, c'est comme ça que je le voulais en fait. Donc c'est super. Excusez-moi pour ce mec qui est apparu. C'est très bizarre d'être au-dessus de la présentation voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux comme ça, quoi. Donc c'est super. Bon, parfait, bah voilà. Et on apprend tous les jours un petit peu. Et moi aussi, je continue à apprendre sur ces logiciels. Allez, c'est parti, on parle de composition, les amis. Alors, la composition, attendez, est-ce que vous me voyez quand même? Oui, c'est bon. Ok. Dans 10 ans, tu seras au point. Ouais, c'est possible. Non, non, bah, ça fait déjà 4 ans. Mais enfin, bah, imaginez, il y a 4 ans. Oh, je sais pas, je faisais avec mon téléphone déjà, mes lives YouTube. J'ai toujours les enregistrements, hein, mais je les ai effacés, hein. Ils sont plus en ligne, hein. Oh, la honte. Non, non, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, attendez, je vais fermer ça. Ok, super. Euh, Même pas, ça change tout le temps. Ah bah oui, oui, ça change tout le temps. Mais là moi, là ce que je viens de découvrir, bah, c'est ce que j'espérais avoir. Ça fait 2 ans que j'utilise Zoom de manière professionnelle et voilà, et c'est ça que je voulais avoir. Donc là, ça y est, j'ai trouvé. C'est bien, je suis content. Merci Zoom. Allez, on bosse, les amis, c'est parti. La composition. Donc, certains ont peut-être vu cette vidéo où je parle de composition dans le défi photo de rue et j'en ai fait un montage sur YouTube. Et je vais vous le redire après, mais je vous le redis tout de suite. La composition n'est pas le seul élément important dans la création d'une photo. C'est un seul des 4 éléments dans la nature d'une photographie. C'est celui qu'on travaille le plus souvent et le plus intuitivement et instinctivement. Et c'est aussi celui sur lequel c'est le plus facile de vous dire, bah, si vous faites ça, c'est agréable. Vous allez avoir des conventions. Ce ne sont jamais des règles. Vous avez des conventions en composition qui sont assez fréquentes et assez faciles à retenir. Ce ne sont pas des règles. Oubliez les règles de composition. Ce sont des techniques de composition. Ce sont des outils qui doivent vous aider à vous voir votre environnement. Je vais vous en proposer 9 des techniques de composition. Et là, vraiment, l'idée, prenez-en une technique de composition et faites 2 heures de photo en ne cherchant que cette technique de composition. Pourquoi? Pour gagner en expérience sur cette technique de composition et pour qu'ensuite ça devienne une habitude. Quand vous voyez, quand je vois un truc qui se répète, je me dis, ah, il y a un potentiel de photo. D'accord? Traditionnellement, les photographes, on a des habitudes sur des situations, des scènes ou des types de composition et on peut avoir tendance à ne pas en sortir. C'est pour ça que j'appelle ça un arsenal de composition. C'est ce que je sais faire. Qu'est-ce que j'ai dans mon arsenal? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition dans le monde qui m'entoure? Et donc, je parle d'arsenal de composition. Sur les 9, très probablement que vous allez en connaître 3 ou 4 ou 5, mais il y en aura peut-être une, 2 ou 3 que vous n'avez jamais vues, parce que vous n'avez pas vu mes vidéos, parce que vous n'avez pas participé à mes ateliers. D'accord? Donc, je vais vous montrer certaines des photos là, ce sont toutes les miennes, et je vais les commenter. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas Mais ce ne sont pas des règles, ce ne sont que des outils. Augmentez votre arsenal de composition en choisissant une, 2 ou 3 et puis en retournant voir mes vidéos sur YouTube si vous voulez continuer à compléter votre arsenal. Première technique de composition qui est celle qu'on apprend quand on débute en photographie, et donc j'en parle. Mais on parle souvent de la technique des tiers, qu'on appelle règle des tiers, mais que je refuse d'appeler comme ça. La technique des tiers, on en parle souvent comme de positionner
votre sujet à l'intersection de lignes verticales et horizontales placées au tiers de votre cadre. D'accord? Deux lignes sur les tiers verticaux, deux lignes sur les tiers horizontaux, au croisement de ces tiers, hein, pour décentrer un petit peu ces sujets, sortir du centre, pour remplir son cadre, en choisissant un de ces quatre points. D'accord? C'est une seule des manières d'utiliser la technique des tiers. Ce n'est pas la seule. Hein, mais vous voyez qu'ici, bon, évidemment, j'ai pris des photos où ça marche bien. Hein. Ici, en Birmanie, voilà, avec ce petit bateau qui est positionné parfaitement sur un tiers. Enfin, vraiment, c'est le coup de bol, hein, parce que moi, ce qui me fait déclencher la photo, c'est le petit oiseau qui est là. Donc, je ne le suivais pas. Non, j'avais fait mon cadre, et effectivement, il était au tiers. Enfin, il aurait été au centre, je l'aurais fait aussi la photo. Mais c'est vrai que là, elle fonctionne bien. Mais je l'ai aussi quand elle est au centre, et j'ai préféré quand cette photo était au tiers. D'accord? Ici, à Cuba, hein, cette magnifique tempête tropicale. Alors, j'étais à l'abri hein, quand j'ai fait cette photo. Mais voilà, les tiers, ça marche aussi au vertical. Notez comment l'espace négatif, qu'est-ce que c'est l'espace négatif ici? C'est ce qui est devant ou derrière mon sujet. Vous avez une notion d'équilibre dans une photographie et votre sujet principal va attirer l'œil. Là, le sujet, c'est la bagnole. Mon sujet, c'est pas l'arbre ou le bâtiment qui est derrière, ni les arbres. On voit une bagnole, on regarde la bagnole. D'accord? Donc l'espace négatif dans cette photo est devant la bagnole. Si ma bagnole était sur le tiers à gauche et que j'avais mon espace négatif derrière la voiture, la photo serait un peu moins bonne. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant de voir où va la voiture plutôt que de voir d'où elle vient. D'accord? Je ne dis pas que ça ferait une mauvaise photo. Je pense que la photo est plus équilibrée quand, dans ce cas de figure, elle est positionnée sur le tiers de droite. Ça marche aussi en portrait. D'accord? Je vais vous donner une autre technique de beau réverbère. Ah, t'as vu, hein? Magnifique réverbère. Non, mais là ce qui fait la photo, c'est la tempête tropicale dont on voit les gouttes, notamment quand elles passent devant les arbres. Parce qu'on ne les voit pas dans le ciel, qui est tout gris. Mais sur la bagnole, sur le sol, on voit. Alors et puis on a le vent dans les arbres, donc on sent la tempête. C'est ce qui fait la photo, vraiment. Après, il y a aussi les couleurs qui sont harmonieuses. C'est pas une bagnole rouge, quoi, mais bon. Voilà, là, pour moi, c'est vraiment la tempête tropicale qui fait la photo, quoi. En portrait, je ne veux pas toutes vous les détailler, vous les commenter. Voilà. Donc, on positionne des sujets à l'intersection. N'oubliez pas qu'on peut positionner des lignes de vos photos, verticales ou horizontales, le long des lignes de tiers, indépendamment du fait que votre sujet soit au tiers ou non. C'est une autre manière d'utiliser la technique des tiers. Au portrait, il ne faut pas qu'on mette le point sur les yeux. C'est ce qu'on dit. Si, faire le point sur les yeux, c'est préférable en portrait. Tout à fait. Mais mon point était fait sur l'œil, là, je pense. Peut-être pas. C'est pas trop grave. Si c'est pas le cas, je, j'étais assez loin de mon sujet. Donc, en portrait, on fait le point sur les yeux traditionnellement. Donc, donc, mettez les éléments importants ou les lignes importantes le long des lignes de tiers. Et vous allez voir que c'est vraiment une technique ou une approximation. Là, mon horizon n'est pas du tout sur les lignes de tiers. Mon bateau, il est, il est en réalité, alors, il n'est pas sur un tiers. Mais moi, ce que je veux dans cette photo, c'est qu'il donne l'impression d'être au milieu. Mais en réalité, pourquoi d'être plein centre? Il n'est pas plein centre. Si je vous mets le truc central, vous verrez qu'il est légèrement décalé sur la droite de la photo. Pourquoi? Toujours cette notion d'équilibre. Parce que ici, moi, j'ai cette belle vague. Et c'est ça qui m'intéresse. J'ai la version où il est au tiers à droite. J'en ai fait plusieurs des photos de ce bateau. J'ai choisi celle-là où je donne l'impression qu'il est au centre. Bah, déjà parce qu'il y a le pêcheur. Et puis parce que j'ai cette vague que je trouvais très belle. C'était vraiment quasiment une mer d'huile. Je rentrais de l'île de Groix pour les Bretons. D'accord? Et donc là, et j'ai une ligne, là, au tiers, totalement approximatif. En réalité, c'est pas du tout le. Mais il n'y a aucune règle stricte. C'est pas au tiers ou au quart ou au machin, c'est équilibrer vos photos. D'accord? Mais d'avoir cette photo ici donne l'impression, si j'enlève les lignes de tiers, que le bateau est au centre. Hein, il donne une photo
qui a l'air symétrique, mais qui ne l'est pas du tout. Ça marche aussi en vertical. Alors là, pour le coup, ce sont des tiers qui sont totalement respectés. Vous allez avoir sur la colline en Italie, la petite maison, cette photo, je la fais en pensant au film Là-haut, vous savez, avec la maison avec les ballons, hein, c'est la maison de la colline, quoi. Donc vous avez un tiers qui est à long, un tiers, et ce sont des champs de blé, mais qui viennent d'être, je ne sais pas comment on dit, coupés. J'ai aussi des photos. Là, vraiment, les tracteurs viennent de passer, quoi. C'est la ferme qui est ici, là. Ouais, donc vous avez vraiment. Cette photo est littéralement coupée en trois, ça marche très très bien. Mais là, mes intersections, on s'en fout. D'accord. C'est vraiment. Cette photo est en trois zones. Une zone à long, une zone avec le. Là, et ici, la zone avec, et qui est en réalité une autre photo quasiment, avec la maison plein centre, les deux collines qui viennent de chaque côté, d'accord, hein, qui amènent vers ce sujet principal. Et ici, le ciel en haut. On fauche les blés, exactement, merci. Deuxième technique de composition, très classique, les lignes directrices. Observez les lignes directrices. Hein, utilisez les lignes naturelles pour guider l'œil dans la photo. Il vaudrait mieux que je mette ma tête à droite, non? Parce que là, je suis en train de regarder les photos et vous me voyez regarder hors champ, c'est ça? Ou est-ce que vous me voyez regarder Ah non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, je me suis mis du bon côté, c'est bien. Euh, Donc, les lignes directrices, d'accord? Alors, dans l'architecture urbaine, vous avez des lignes partout, d'accord? Donc, les lignes directrices, là, mon sujet n'est pas au point de la ligne directrice, même pas sur un tiers, d'accord? Là, les lignes directrices qui m'emmènent dans cette petite plongée et avec ces ombres ici. J'aurais pu retourner la photo aussi d'ailleurs. Ah, mais là, nous amène vers les personnages qui sont au fond, dont on voit aussi les ombres. Et ici, excusez-moi, elle est assez pixelisée, mais cette photo à Sienne, où on a un personnage qui est tout petit, 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 petit. Néanmoins, si je vous enlève les lignes que j'ai matérialisées sur cette photo, on voit le personnage instantanément. Pourquoi? Parce que c'est un personnage et parce que toutes les lignes directrices y amènent. Je vais vous montrer comment. Donc, ça, c'est vraiment un effet, hein, donc d'amener vers le personnage principal. Ça guide le regard. Hein, le regard de qui? Du spectateur. C'est ça qui nous intéresse. Regardez comment ici, là, mes lignes directrices, qui sont marquées sur la terrasse, c'est une terrasse Art déco, je crois, qui est à Livourne, en Italie. D'accord. Là, les lignes directrices pointent vers un endroit qui n'est pas mon personnage, qui lui est quasiment au tiers. D'accord. La photo aurait été meilleure, je pense, si lui avait été plein centre. D'accord. Ma photo est comme ça. Alors là, mes lignes directrices, là, je n'ai pas de sujet. Là, c'est mes villes désertes à Tokyo. Hein, pour vous montrer. Là, ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est apprenez vos focales. Là, je suis au 16 mm. Et regardez comment les focales très larges, entre guillemets, accélèrent les perspectives. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait des bouts plus ou moins pointus, d'accord? Il y a une autre manière d'accélérer vos lignes de fuite en vous mettant au sol. Focale plus large ou en vous mettant au sol. Mais oui, là, techniquement, c'est de la photo d'architecture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sur Godzilla Road, d'avoir le gratte-ciel, un bout du gratte-ciel. J'ai pas tout, mais au maximum, en fait. D'accord. Et d'avoir ces trucs. Si vous êtes déjà allé à Tokyo, si vous êtes allé à Godzilla Road, bah, normalement, vous ne l'avez pas vu comme ça, quoi. Enfin, c'est rare de la voir sans personne, quoi. Y compris la nuit. Observez les diagonales. La tour d'en face pourrait être un sujet. Oui, c'est un sujet. Ben, si vous connaissez la rue, vous, l'effet d'étonnement du projet Ville Déserte, c'est de voir des endroits extrêmement connus ou qu'a priori vous pouvez connaître. Là, je vous montre Tokyo, mais si je vous montre des endroits à Paris ou des endroits à Londres ou à Rome ou à New York, Times Square sans personne, c'est compliqué de l'avoir. Bah voilà, je l'ai eu. Donc,
C'est cet effet d'étonnement qui est intéressant. Là, je prenais juste cet exemple pour vous montrer les différences sur ligne de fuite en fonction de la focale. Gratte-ciel, j'ai dit. Tour, avec gratte-ciel. Hein, les diagonales créent du mouvement. Donc, observez les lignes directrices, mais observez toutes les diagonales que vous pourrez trouver. Et des diagonales, ou même des courbes. Hein. Mais, euh, mais les diagonales vont créer un mouvement, vont donner du mouvement à. Bon, c'est un mouvement qui est artificiel, hein, qui n'est pas représenté par votre sujet, mais ça va donner du mouvement à votre photo. D'accord. Regardez. Cette photo, c'est un reflet qui est retourné de Flatiron à New York. Et, euh, et là, bah, du coup, c'est une ligne de fuite, hein, mais qui crée des diagonales sur sur les passages piétons. Ça donne une dynamique à la photo qui est intéressante. Vous en avez d'autres des diagonales sur les marquages au sol, ici. Ici, diagonale de l'Oculus, d'accord. Toujours à New York. Ici, à Rio de Janeiro, au musée, c'est pas le musée d'art moderne, c'est le musée de l'écologie, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, qui est un musée magnifique. Et là, là, les diagonales, vous en avez partout. En architecture, c'est assez facile à faire. Alors ici, c'est diagonale. Et ça, c'est à, comment ça s'appelle? Sorrento, en Italie. C'est magnifique, Sorrento. Quelle ville extraordinaire. Et là, c'est l'avant-saison, en fait, c'est le charpentier qui est en train de refaire les. Excusez-moi, hein, c'est très pixelisé, mais j'ai posté cette photo sur Instagram il y a très peu de temps. Et j'aime beaucoup cette photo. J'ai vendu beaucoup de tirages de cette photo. Avec la mouette. C'est la mouette hein, qui fait la photo aussi, évidemment. Quelle aperture quelle ouverture de quoi, Annie? De quelle photo? Ah bah merci Cédric. Très ravi que tu aies pris ce livre. Voilà, donc là ce qu'on appelle un Dutch angle ou un plan débulé en cinéma, d'accord? Ce sont aussi des lignes de fuite, hein, euh, mais qui créent en réalité, parce que ce sont les marqueurs au sol des diagonales. C'est pas, je me rends compte que là, ce sont des photos très. Ouais, j'en ai plein d'autres hein, qui fonctionnent, mais voilà, c'est juste un exemple. Un plan débulé ou un Dutch angle en cinéma, c'est un plan qui est volontairement incliné, d'accord? Et qui crée un effet assez particulier. Un petit peu gênant, d'ailleurs. Quatrième technique de composition. Salut Giuseppe, à bientôt. Trop tard, je pense Tokyo. Quelle ouverture à Tokyo? Bon, je faisais tout à F16 ou F22. J'essayais d'avoir des pauses la plus lente possible pour montrer qu'il n'y ait pas de bagnole. Mais là, comme c'était une rue, si c'était une rue où il y avait potentiellement des bagnoles, donc je devais être à 20 secondes. Comme il y avait beaucoup de lumière, probablement que j'avais fermé à F22. Mais bon, tout ça sont des conséquences de la quantité de lumière disponible et de l'effet créatif que je voulais avoir. Les contraintes créatives et donc techniques sur Ville déserte enfin, c'était très calibré, quoi, pour justement montrer qu'il n'y avait personne. 4 dans le cadre, quatrième technique de composition. C'est vraiment extrêmement facile dans un environnement urbain d'avoir ça, de regarder ça. Hein. Utiliser des cadres naturels comme des portes et des fenêtres. Je vais probablement vous montrer beaucoup de portes et de fenêtres, mais pas que. Ça peut être, déjà, ça peut être pas forcément rectangulaire, ça peut être des branchages, vous pouvez encadrer avec ce que vous voulez, votre sujet. Ça donne la profondeur à vos photos. Ça donne plusieurs niveaux de lecture. D'accord? Ici à Tokyo, ici à Pienza, en Italie, en Toscane. Ici en Birmanie, juste à côté du lac Inle, et j'avais passé une matinée dans ce monastère. Vraiment un moment extraordinaire. Et là, ils étaient en train d'étudier des photos que j'avais préférées j'allais dire séjour. Hein. C'était du boulot, hein, mais enfin oui, c'était un séjour en Birmanie. Je travaillais pour Nouvelle Frontière à l'époque. Et donc là, le cadre est approximatif. Hein, ils sont devant la fenêtre en question. Je l'ai matérialisé, mais voilà, l'entrée de lumière, un petit peu, pas un petit peu, est en contre-jour.
hein, mais on comprend quand même bien la scène. À nouveau, un contre-jour. Aussi un cadre dans le cadre. Mais voilà, il n'y a pas que des portes et des fenêtres. Mais vous allez en voir beaucoup. Ici, à Igatu, à Bahia, sur Igatu, comment ça s'appelle? C'est Chapada Diamantina. C'est à quelques heures de voiture d'ici, de Salvador, là où je vis. Cinquième, technique de composition, chercher les contrastes. Les contrastes entre le premier et l'arrière-plan. Je vais vous montrer beaucoup de photos où votre premier plan est une silhouette et l'arrière-plan un contre-jour, quoi, en gros. D'accord. J'aurais dû chercher, et pareil, ça fait pas 10 ans que je fais cette présentation sur la composition, oh, quasiment. Enfin, je l'ai souvent mise à jour, mais voilà, il faudrait que je mette des photos où il y a d'autres formes de contraste. Ce ne sont pas les seules que vous trouverez, hein. Ici, à New York, la fontaine de Bethesda. Je vous disais que j'avais travaillé dans le voyage, hein. J'ai beaucoup travaillé à New York. Et ici, à Pushkar, au Rajasthan, en Inde, déjà pour Nouvelle Frontière. Il y a presque 10 ans. Ça va faire 10 ans, l'année prochaine. Et donc là, ouais, cette photo extraordinaire. Encore 10 ans après, j'en suis. C'est vrai, je suis allé la chercher. C'est une demi-heure de travail, beaucoup, beaucoup de déclenchements. Mais quand ce cheval est arrivé, il était d'une nervosité. Quand je l'ai vu, parce qu'en fait, le marchand que vous voyez à gauche, vous avez des marchands qui passaient les uns après les autres et ils présentaient les chevaux à des acheteurs potentiels qui étaient en cercle. Et moi, j'étais dans le cercle, d'accord. Et je me suis mis. Bah, il se trouve que je suis arrivé face au soleil. Ah, et donc, mon cadrage n'était pas forcément hyper intéressant jusqu'à ce cheval plus petit que les autres, mais beaucoup plus nerveux. Et donc, quand j'ai vu qu'il était hyper nerveux comme ça, mon réglage était fait parce que j'avais fait plein d'autres chevaux avant, mais qui étaient moins nerveux. Donc, j'ai senti le potentiel du truc et j'ai mis mon appareil. Là, mon appareil est au sol. D'accord. On s'en rend pas forcément compte parce que je vise vers le haut. D'accord. Et ça a eu pour conséquence de grandir mon cheval, qui était beaucoup plus petit que tous les autres. Il est vraiment pas grand, mais comme il est cabré et comme j'ai cette contre-plongée, ça le grandit. Et là, bah là, j'ai fait la rafale parce qu'il le faisait tourner. Puis quand j'ai senti qu'il était du bon côté et il a commencé à cabrer quand il était du bon côté, face au soleil, là, j'ai fait une rafale. J'en ai eu plein de bonnes. J'en ai vraiment eu beaucoup de bonnes. Ce cheval était incroyable. Mais celle-là était la meilleure de toutes parce que le soleil est exactement au bon endroit. Tout, la poussière. Vous avez un assistant du propriétaire qui est derrière, qui essaye de tenir le cheval. Sinon, il se casse, hein. Mais et voilà, et vraiment, quel beau cheval, quoi. Il est tout petit, on s'en rend pas compte. Et là, bah, non, c'est un autre jour. J'ai passé 3 jours à Pushkar. C'est le plus grand marché aux chameaux au monde. Et voilà, là aussi, un contre-jour, là aussi. Mais le... c'est une belle photo d'ambiance. J'aime beaucoup cette photo. Petit matin. Ici, à Sienne, on le voit pas, parce qu'ici, c'est une nonne qui était habillée tout de rouge vêtu. J'ai des portraits de cette nonne aussi. J'ai passé 2 heures à parler avec elle. J'étais célibataire à l'époque, hein, mais elle était magnifique. Mais jeune, mais d'une splendeur. Franchement, hein, je suis tombé amoureux, quoi. Et j'étais là, bon, en sachant que. Ah. Mais c'est vrai que j'ai passé un quart d'heure parce que pour faire des belles photos, mais parce qu'elle était vraiment belle. Donc là, vous ne le voyez pas sur la photo, mais je vous le dis, faites-moi confiance. L'interaction du sujet peut faire tout dans une photo, bien sûr. Ah, et donc les contrastes visuels, mais aussi les contrastes conceptuels. Parce que j'aime beaucoup cette publicité. Alors, c'est pré-Covid, hein. C'est bah, ces deux personnages souriants, énormes. Et puis, bah, les Japonais, qui, quand ils sont malades, eux, ils étaient habitués, hein, à mettre le masque. Donc, j'avais mis cette photo dans ma présentation sur la composition pour parler de contraste conceptuel entre ces deux jeunes gens et ces deux immenses jeunes gens de la publicité.
Je trouvais le contraste amusant. Sixième technique de composition, remplissez votre cadre. Comment est-ce qu'on remplit son cadre pour les débutants? 99% du temps en s'approchant. C'est pour ça que c'est difficile, notamment en photographie de rue. C'est parce qu'on a besoin de s'approcher pour remplir son cadre. Approchez-vous et essayez d'isoler votre sujet. Si vous avez plus d'un sujet, vous allez avoir des notions d'équilibre de votre photo qui vont être complexes à gérer. Mais remplir son cadre, c'est observer votre cadre jusque dans ses bords. C'est pas juste j'ai mon sujet et j'ai un truc qui se passe un peu loin au milieu du cadre. Eh ben non, vous avez toute la photo hein, à utiliser. Approchez-vous, isolez votre sujet. Là, ce que vous ne voyez pas, c'est que je suis entouré d'une foule. Ce qui est amusant, c'est que c'est le festival San Gennaro, qui est un festival culinaire, qui est un festival à Little Italy. Vous avez tous les restos qui ont des stands. Enfin, c'est du folklore italien, hein. Little Italy à Manhattan. C'est pas le seul quartier italien de New York. Il y en a beaucoup dans le Bronx, à Brooklyn aussi. Voilà. Mais Little Italy à Manhattan, c'est le quartier historique. Euh, et donc, où vous avez maintenant beaucoup de restaurants italiens. Et une fois par an, le jour de San Gennaro, ils font le festival de San Gennaro. Et donc, j'y étais avec un groupe de photographes dans le voyage photo que je fais à New York. Et voilà, donc je vous raconte le contexte. Une anecdote amusante, évidemment, je me suis acheté tous les t-shirts Festival San Gennaro. Voilà, donc voilà. Et moi, c'est avec deux N, le festival. Moi, c'est un seul N. Vous noterez mon prénom. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Et donc là, mais la rue est noire de monde. Et là, je suis au 28 mm. Et en fait, je les vois les deux. Et ils étaient dans leur vision. Ils ne m'ont pas vu. Hein. Et je suis littéralement à 20 cm d'eux. Je fais ça pour les avoir dans mon cadre. Pour les avoir dans mon cadre, je recule avec mon 28 mm. Donc, je suis comme ça. Et parce que j'avance, clac. Je crois que j'en fais deux, trois. Bon, franchement, c'est possible que j'en fasse qu'une. Je me souviens plus bien. Et voilà, mais du coup, alors que c'est noir de monde, on le devine un peu avec les deux jeunes femmes bon, qui perturbent un peu la lecture de la photo. Hein. C'est pas idéal, idéal. Mais bon, voilà. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a de la foule autour de nous, là. D'accord? Et ça, bah, l'effet est fait et réalisé parce que je suis extrêmement proche. Si tu avais redressé la photo, ça aurait donné quoi? Ça aurait probablement fonctionné, mais ça m'aurait coupé à un endroit où je voulais pas. Je voulais être bas de hanche plutôt que milieu de ventre. Voilà. Pour moi, la photo est plus forte si si j'ai un peu de son ventre et le jean. Je trouve que ça donne plus d'ambiance. Donc après, c'est un choix. Hein. Je dis pas que la photo. Moi, je préfère la photo comme ça. Et puis là, le Dutch Angle ici donne pas un effet. Il va avec le mouvement. Hein. Son bisou, il a la tête inclinée, elle aussi. Donc ce mouvement de caméra est assez raccord avec le mouvement du sujet. Et tu photoshopper une des photos que tu nous as montrées ou aucune? Je sais pas. Enfin, je sais pas ce que tu appelles photoshopper. Je vais pas créer des. Je fabrique pas des images. Quoi. Donc, mais en revanche, je, je fais du développement numérique. C'est un autre sujet. Qu'est-ce que tu appelles la retouche? Un développement numérique, est-ce que c'est une retouche? Effacer une erreur sur ton optique, est-ce que c'est de la retouche? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Enfin, voilà. C'est pas le débat. Je suis désolé, mais c'est un autre sujet. Je suis en train de travailler sur une vidéo qui parle de ça. Enlever des objets, bah, si ça rend la photo meilleure, moi je ne suis pas journaliste, bien sûr, je suis susceptible d'enlever des objets. Ajouter des objets avec le logiciel, non, ça je ne le fais pas. Je ne transforme pas les ciels non plus. Voilà. Donc, le débat est ouvert, mais désolé, pas aujourd'hui, ce qui est déjà 21h30. Il faut que je termine. Donc là aussi, je suis proche, je suis très proche. J'ai dansé pendant trois quarts d'heure avec eux. C'est au festival Chandra Bayar à Rajasthan, qui est un festival extraordinaire. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette photo, ça va prendre 10 minutes. Mais il y a vraiment une histoire derrière cette photo. Mon cadre est rempli. Là aussi, c'est noir de monde. Mais noir de monde. Vous n'imaginez pas. Des centaines de milliers de personnes autour de nous. Quoi. Et donc, on peut le percevoir un tout petit peu qu'il y a du monde, mais pas à tel point que c'était. Pourquoi? Parce que mon cadre est rempli par mon sujet.
parce que je suis très proche d'eux et au grand angle. D'accord. Et là, mon sujet, bah, ce sont les 5 danseurs, hein, danseurs musiciens, c'était les deux ensemble. Ils tapaient dans leur bâton des uns des autres, bout de bois, je sais pas comment on dit, et ils faisaient les percussions avec les bâtons des autres, en tapant comme ça, en dansant. Extraordinaire. Et j'ai fait des photos au milieu d'eux, mais celle-là, c'est la meilleure que j'ai fait d'eux. Et ouais, je continue, je ne vais pas vous raconter toutes les photos. Ah, mais approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Là, je suis vraiment au bord de la fenêtre, à tel point que vous pouvez voir ma main ici. Et mon appareil photo ici. Et moi, et là, moi, je suis au bord du mur. La voiture est arrêtée. Et on n'a pas l'impression que la voiture est arrêtée, parce qu'il a la main vers le haut comme ça. Mais en réalité, il est arrêté. Et à droite, il y a un groupe de photographes qui est en train de faire les photos du mec. Et moi, j'aurais laissé faire la photo où je suis pas dessus, hein, après. Mais quand le mec est rentré dans sa bagnole et machin, il avait accepté qu'on fasse des photos. Et moi, j'étais derrière la voiture, tout le groupe était devant. Et du coup, moi, je suis passé et j'ai fait la photo comme ça, en passant à côté. Mais la voiture était arrêtée, hein, je prenais aucun risque. Mais je suis littéralement, enfin, mon optique touche quasiment la vitre, là. Hein, mais donne l'impression, ça donne pas forcément l'impression que la voiture est, enfin, comme il pose pas pour moi, celle d'avant du petit moine. Ouais. C'est pas, c'est un mauvais cadrage que vous avez eu. C'est pas le cadrage final. C'est pour ça que je suis pas si vite. J'ai encore des erreurs sur ma présentation. Septième technique de composition, c'est une technique pour le portrait. Donc encore une fois, hein, c'est augmenter votre arsenal de composition en choisissant certaines des techniques et en les pratiquant sur 1 heure, 2 heures, une semaine, ou de temps en temps quand vous les voyez, pour gagner de l'habitude dessus. Ça, c'est vraiment une technique de portrait où, quand on centre l'œil dominant, ça donne l'impression que la photo est équilibrée. Et c'est très net sur cette photo. Si j'enlève la ligne centrale, que là je vous ai montré, ça fait une photo très équilibrée. Ça marche en horizontal aussi. Et ça permet d'avoir des plans un petit peu plus larges. Répétition et motif. Huitième technique de composition. J'en ai beaucoup, je ne vais pas tout vous la raconter. C'est quoi l'œil dominant? C'est l'œil le plus ouvert, c'est l'œil qui prend la lumière, c'est l'œil qui est, quand je suis comme ça, c'est celui-là qui est le plus proche de toi. Là, cet œil-là ne prend pas la lumière, est plus loin, est moins visible. D'accord? Donc, c'est l'œil dominant sur la photo. Quand on a une photo bien comme ça, bah, vous avez souvent, pas toujours, mais souvent, quelqu'un qui a un œil un peu plus ouvert. C'est celui-là que vous choisissez. Le côté qui prend la lumière, ainsi de suite. D'accord? C'est l'œil dominant à la lecture de la photo. Si vous ne savez pas, en choisissez un des deux. C'est que les deux peuvent fonctionner. Euh, Répétition et motif, technique redoutable. Observez, donc la répétition des gens, je vais les passer vite, hein, mais ici en Birmanie, les moines, ça peut être de l'architecture, des fenêtres à New York, ça peut être en Rajasthan, des, euh, des grues cendrées qui étaient en partance, pour l'Europe, justement. Mais ce qui va être vraiment intéressant dans une répétition ou dans un motif, c'est quand cette répétition ou ce motif sont interrompus. Ici, j'aime beaucoup, c'est le puits à degrés à Jaipur. Une répétition est interrompue. Ah ouais, la répétition de sujet, c'est redoutable. Remplissez votre carte avec une répétition de sujet. Mais une répétition interrompue, c'est encore plus fort. Ça donne quelque chose de extrêmement puissant. Ça vous donne un arrière-plan très agréable à regarder et vous avez quelque chose qu'on voit instantanément. Quand la répétition des triangles, ici la répétition d'architecture, là aussi interrompue.
Neuvième et dernière technique de composition, la symétrie. Alors, ça, vous allez voir beaucoup de reflets, parce que j'adore les faire, mais ça peut être dans les environnements urbains, ça peut être des verticales, mais ça peut être aussi de l'architecture, ça peut être, vous avez parfois des personnages ou des portraits qui sont très, voilà, ça peut très bien fonctionner, quelque chose de symétrique. Changez de perspective pour travailler vos techniques de composition. Ne photographiez pas toujours à hauteur d'yeux. Je vais passer vite parce qu'on a encore d'autres choses à voir. L'angle que vous mettez dans une photo aura du sens. Changez de perspective. Pour votre cadrage, jouez avec les effets de planéité. Qu'est-ce que c'est que les effets de planéité? Dans une photographie, dans son cadre, on fait passer un monde en trois dimensions dans un monde en deux dimensions. Un effet de planéité, c'est l'arrière-plan et le premier plan qui sont sur un même plan dans une photo. C'est pas dans la photo que vous faites, c'est dans toutes les photos. Mais vous faites communiquer l'arrière-plan et le premier plan. Mais en tout cas, vous les faites interagir, communiquer ou non. Et globalement, cherchez un équilibre sur l'ensemble de votre cadre. Les techniques de composition ne sont pas suffisantes pour analyser une photo. Je ne vais pas faire 20 minutes sur le sujet parce que j'en ai fait une vidéo déjà sur YouTube que vous pouvez aller voir sur la composition. Cette vidéo s'appelle Fenêtres et miroirs. Mais n'oubliez pas que la composition n'est qu'un seul des quatre composants du plan représentatif. Le plan représentatif dans la nature d'une photographie dans les enseignements de Stephen Shore. Le cadre, qu'est-ce que je mets dans le cadre? Qu'est-ce que j'exclus du cadre? Donc la composition. Vous avez aussi le focus. Votre focus dans la nature d'une photographie, c'est vous dites au spectateur, regarde là. Et donc, c'est votre hiérarchie des informations, votre focus. S'il y a peu de profondeur de champ, eh ben, il y a une absence de hiérarchie. L'absence de hiérarchie est une hiérarchie. La planéité, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et l'instant, qu'est-ce que c'est l'instant? Ben, c'est la qualité de l'instant, la qualité de la scène. C'est ce que vous montrez. Qu'est-ce qu'il signifie? D'accord? Ce sont ces quatre éléments qui vont faire que l'on perçoit quelque chose d'une photographie, pas uniquement la composition. Ce n'est pas suffisant pour analyser une photo. Et c'est pour cette raison que je vous propose une formation qui s'appelle Photographie intuitive et pensée visuelle. 12 vidéos pour une durée totale de 4 heures. Ce sont des vidéos qui sont téléchargeables et accessibles à vie. Vous avez l'intitulé des 12 vidéos. En réalité, il y en a 13 et je n'ai pas osé mettre 13 vidéos. C'est un truc, c'est de la pure superstition. Hein, mais il y a 13 vidéos, il y a des bonus. Ce sont les vidéos du programme principal. Il y a encore des bonus. D'accord? Donc, comment s'améliorer en photographie? La pensée visuelle, qu'est-ce que c'est? La pensée visuelle, c'est analyser les photos à partir des éléments de la nature d'une photographie en, et donc en mettant des mots sur ces photos, en analysant une photo pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle contient. D'accord? Vous avez dans cette formation de manière plus approfondie le triangle d'exposition, contrôler la profondeur de champ, maîtriser le mouvement, gérer la lumière sous différentes formes, les réglages de mon appareil. Je vous explique en détail comment est-ce que je fais, comment est-ce que je procède. La nature d'une photographie. Donc là, vous avez 1 heure, 45 minutes sur la nature d'une photographie, que j'ai vu très brièvement, mais qui est un atelier expressément pour ça. Vous avez 1 heure sur les techniques de composition. Là, vous en avez eu une demi-heure. Mais euh, technique d'édition, comment sélectionner ses meilleures photos, comment choisir ses photos, comment éditer son travail. Cadrage et point de vue, et un shooting commenté à Salvador, il y a quelques années déjà, et Apprendre à voir, qui est une vidéo que je trouve extrêmement intéressante. Et vous avez en bonus tout ça dans un PDF, mon livre qui s'appelle Va l'être un jeune photographe, et qui reprend tous ces éléments, tous les éléments que vous voyez ici en vidéo, vous les avez aussi en livre. Et ce livre, j'en ai. Enfin, c'est moi qui le distribue, ce livre, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui l'ont lu et beaucoup, beaucoup de monde à qui ça a plu. Tout ça va
dans cette formation que je vous propose. Photographie intuitive et pensée visuelle, 12 vidéos, 13 en réalité, plus des bonus. 2h30 de vidéos téléchargeables et accessibles à vie, plus le replay, évidemment, de ce webinaire pour 57 € pendant une semaine. Vous pouvez vous inscrire sur formation.vera.news/photo-intensive. Je vous enverrai le lien demain par email. D'accord? Mais j'avance parce que c'est important. 3 secrets sur la photographie. Tes formations sont éligibles au CPF? Malheureusement, non. Désolé. Je vais m'installer en France cette année et j'y travaillerai. Dans le chat ou dans le question-réponse, Véroviette, pas la peine de lever la main. Mais j'y travaillerai. Moi, j'espère qu'elles pourront être éligibles au CPF. Voilà. Notamment l'étincelle ou le programme photo-intensive. Aujourd'hui, c'est le nom du webinaire. Je suis en train de travailler sur un programme photo-intensive, mais que je vous proposerai d'ici un mois, on va dire. Je ne devrais pas vous le dire, parce que là, l'étincelle, c'est intéressant. 3 secrets sur la photographie. Quand on débute dans la photographie, et je le vois tous les jours, toutes les semaines dans le programme L'étincelle, des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un niveau relativement faible. On ne sait pas à quel point on est un mauvais photographe tant qu'on n'a pas progressé. Pour voir les trucs qui ne vont pas, il faut apprendre à reconnaître les trucs qui ne vont pas. Parce que tant qu'on ne les voit pas, on peut avoir envie qu'une photo soit belle, se dire, bah ouais, elle est pas mal. Et puis, bah, vous verrez, dans un an, je vous souhaite même dans 6 mois, vous allez revoir la même photo et vous allez voir, mais c'est pas possible, comment j'ai fait? Comment j'ai pu faire cette photo? Et moi, ça m'arrive encore. Apprenti toute ma vie. Si vous n'avez pas honte des photos que vous avez faites il y a 6 mois, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. C'est ça les principes de la pratique délibérée. Première réalité, malheureusement, on ne sait pas à quel point on est un mauvais photographe tant qu'on n'a pas progressé. Pourquoi est-ce que c'est une réalité? Ça, ce que je viens de vous dire. On ne sait pas à quel point on est mauvais. Eh bien, à cause de l'effet qu'on appelle Dunning-Kruger. Ce que vous voyez ici, c'est la compétence en abscisse et en ordonnée, la compétence perçue. Et c'est dans tous les domaines, donc y compris la photographie. D'accord? Et ça, c'est ce graphe, c'est le temps de travail. D'accord? Donc, quelqu'un qui a une compétence effectivement vers la droite, d'accord? Bah, c'est quelqu'un qui est un expert. Donc, la réalité, elle est ici. C'est-à-dire que si la compétence perçue était au niveau de la compétence réelle, vous avez ici hein, la diagonale, ou je ne sais plus comment on dit en... D'accord? Mais la réalité, pour nous tous, y compris pour moi, d'accord? Dès qu'on apprend quelque chose, dès qu'on est débutant dans quelque chose, notre compétence perçue est beaucoup plus élevée que notre compétence réelle. C'est pour ça qu'on se croit meilleur qu'on est. D'accord? Et vous avez, et vous revenez ici, donc bah, quand vous apprenez des choses sur vos photos. D'accord? Et la courbe va se croiser à tel point que, à un moment, en général, c'est dans ces moments-là, quand les gens commencent à être au creux de la vague, c'est compliqué. En fait, ils ne savent plus trop comment avancer. Moi, je dirais qu'on commence à apprendre et à maîtriser des techniques de composition ici, là. À poser les questions de la composition dans cette zone-là, juste avant de redescendre. Et quand on commence à bien comprendre la composition, et c'est là qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il faut que je remette tout à la poubelle de tout ce que j'ai fait des 5 dernières années. Alors, en réalité, il y en a des bonnes photos dedans, hein, mais c'est ce qu'on se dit. Et on commence à se décourager. L'effet de Dunning-Kruger, c'est un effet sur l'apprentissage. Quelle est la fonction psychologiquement de l'effet de Dunning-Kruger qui a été observé par la sociologue de Dunning-Kruger hein, c'est pas une dame qui rentre dans votre cerveau. C'est la personne qui a observé ça. Et c'est dans tous les domaines que vous allez apprendre. Ben oui, en général, les gens qui viennent à mes webinaires, en tout cas là, ou qui participent à l'étincelle, sont des gens qui ont envie d'apprendre et qui ne savent pas comment progresser et qui ont des grosses difficultés à identifier ce qui va pas et on a tendance à se martyriser un petit peu.
J'exagère, hein, évidemment, mais quelle est la fonction de l'effet Dunning-Kruger? Eh bien, ici, c'est l'enthousiasme. Si on n'avait pas si on n'avait pas cette impression d'être bon en photographie, ben on ne continuerait pas à travailler. On ne se rendrait pas compte du travail. Si c'était tout de suite difficile et qu'on se croyait mauvais, ben en fait, c'est la fonction d'apprentissage. Quand un enfant il apprend quelque chose, il trouve ça génial. Ah ouais, c'est super, c'est machin. Mais quand un adulte qui apprend, c'est pareil. Ah ouais, c'est super la photo. Ah bah vas-y, je fais ça, c'est bon. Et ouais, mais non. D'accord? Si vous ne pouvez pas imaginer le nombre de photographes, notamment ceux qui restent sur la technique, parce qu'ils restent sur l'exposition, ils restent là, ils restent là, tout en haut. Voilà. Et ils bougent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils restent sur la technique. Et ils se remettent jamais en question. Quelle est la fonction du creux de la vague? La fonction du creux de la vague, c'est de vous faire comprendre que le travail va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il est difficile. C'est facile de faire une photo, c'est extrêmement difficile de faire une bonne photo. D'accord? Et si vous ne réalisez pas ça, si vous vous croyez meilleur que vous avez, bah, vous n'allez jamais travailler. Donc la fonction de Nick Kruger, c'est de réaliser que vous avez du travail à faire. Et ça, c'est quelque chose qui a été moi, quand j'ai commencé dans la photographie professionnelle, je me croyais bien meilleur que je n'étais parce que j'étais en train de descendre de ma vague. Puis j'ai commencé à avoir mes premiers clients. En réalité, moi, j'étais au creux de ma vague. Et en réalité, on ne rejoint jamais vraiment son niveau de compétence. Mais ça revient. Et après, en fait, c'est là qu'on devient dans un travail permanent parce que là, la courbe, bah, elle continue toute sa vie. On apprend des nouvelles techniques, on apprend des nouvelles choses, on apprend à faire un projet photographique, puis à faire un livre, puis à faire un nouveau livre, puis à faire un meilleur livre. Ça ne s'arrête jamais. Hein, enfin, en tout cas, moi, je vous souhaite que ça ne s'arrête jamais. Donc, on est toujours un petit peu meilleur que l'on croit quand on est expert. Sur par contre, à quel point on est allé vite sur les bases, pressé de mitrailler, plein de tips. Mais ouais, mais c'est normal, hein, c'est normal. C'est normal. Parce que vous n'auriez pas l'enthousiasme si vous n'aviez pas cet effet de Dunning-Kruger. Mais c'est l'effet de Dunning-Kruger, c'est la raison pour laquelle on ne se rend pas compte à quel point on est mauvais tant qu'on n'a pas progressé. D'accord? Ce premier secret sur la photographie. Deuxième secret, qui n'en est pas un, surtout si vous avez vu les vidéos que j'ai faites il y a très peu de temps sur le sujet, le talent n'existe pas. Ce qui va faire la plus grande différence est la pratique intensive, mais pas seulement le volume de travail. Parce que l'expertise ne s'acquiert pas seulement par la pratique. C'est le troisième secret. Au-delà de la règle des 10 000 heures pour atteindre une expertise dans un domaine ou dans un autre, la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est pratiquer sa photographie, mais ce n'est pas simplement faire une sortie photo juste pour le plaisir. C'est une pratique avec l'intention de s'améliorer. Le problème, c'est la grosse difficulté. C'est pour ça que le programme L'Étincelle est conçu comme une pratique délibérée. Le problème, c'est qu'on n'a pas de retour. On n'a pas d'éléments sur lesquels jauger ces photos. Donc, on n'a pas de point de repère pour savoir si on s'est amélioré. Et elle est là la difficulté. Hein, donc, mais la pratique délibérée, ce sont les enseignements d'Andreas Ericsson dans le livre Peak Secrets from the New Science of Expertise, qui sont des sociologues qui ont étudié comment progresser. C'est à la fois sur l'enseignement et sur comment arriver au top niveau mondial, hein, voilà, mais dans tous les domaines. Donc, pratiquer avec l'intention de s'améliorer, un. En deux, sortir de sa zone de confort. Il faut que ce soit difficile. Si c'est pas difficile, bah, c'est que vous n'allez pas probablement pas apprendre des trucs. Hein, mais apprendre des choses, c'est difficile. Pourquoi? Parce que apprendre, d'abord, il faut reconnaître qu'on a des choses à apprendre, être dans le bas de l'effet de Dunning-Kruger. Hein, donc, accepter qu'on a des choses à apprendre. Et deux, apprendre, c'est échouer. On n'apprend pas sans faire et sans échouer. C'est la seule manière d'apprendre quelque chose, c'est d'essayer et de rater. Il n'y a pas d'autre manière d'apprendre, que ce soit apprendre à marcher, apprendre à lire, apprendre à écrire, hein, ou apprendre la photographie. D'accord? Donc, sortir de sa zone de confort. Et là, je vous dis, l'exercice conçu pour progresser, c'est ce qu'on fait dans l'étincelle, mais c'est le principe de la pratique délibérée, encore une fois, proposé par Anders Ericsson. D'accord? C'est-à-dire que les enseignants qui ont cette pratique délibérée conçoivent des exercices qui sont conçus pour que
moi, en tout cas, pour les photographes, s'améliore dans des domaines ou dans un domaine ou dans un autre. D'accord? Et donc, on obtient un feedback de quelqu'un qui a déjà fait ce chemin. Bibi. Alors là, l'étincelle, moi, ça fait quasiment 2 ans, ça fait 1 an et demi que je le fais toutes les semaines. Le programme ne s'arrête pas. Donc, le feedback, je le donne toutes les semaines dans les ateliers du jeudi. D'accord? C'est avec cette idée qu'est né le programme L'étincelle. L'étincelle, c'est un atelier en direct par semaine pendant 3 mois. Tous les jeudis pendant 3 mois. 3 mois, très sincèrement, j'ai mis cette durée initialement en 2020, en plein Covid. Moi, ça me paraissait, bon, bah, on va faire 3 mois. J'ai découvert ensuite que c'était, pour la pratique délibérée, pour les programmes de formation, la durée idéale pour avoir des progrès qui sont significatifs. Après, j'ai un programme sur 6 semaines, 5 semaines, voilà, mais c'est plus resserré et je vois plus de progrès et des progrès plus significatifs dans l'étincelle que dans le programme sur la photo de rue. Mais je vois aussi des gens qui font le programme sur la photo de rue et qui viennent ensuite faire l'étincelle. Bon, voilà. L'objet du jour, c'est de parler du programme l'étincelle. Un atelier en direct par semaine pendant 3 mois avec des exercices. Vous en avez 6, d'accord? Des exercices. Donc, vous proposez des photos qui sont commentées, analysées avec des pistes de progrès potentiellement tous les 15 jours, mais vous pouvez participer et regarder les ateliers du jeudi pendant 3 mois, toutes les semaines. D'accord? Donc, vous participez avec vos photos aux ateliers du jeudi tous les 15 jours, on va dire, avec 6 exercices sur 3 mois, hein, 2 exercices par mois. Mais vous pouvez voir les ateliers du jeudi sur tous les programmes de formation et puis voir comment est-ce que les autres, comment est-ce que les copains répondent aux exercices. Et on apprend aussi en regardant l'analyse des photos des autres. Des commentaires francs et sincères. Je ne vais pas vous mentir, je place dans le programme L'étincelle mon niveau d'exigence. Donc, c'est difficile. On dit traditionnellement dans les ateliers du jeudi, hein, la première fois, c'est difficile. La première fois, ça pique. C'est une phrase qui est restée depuis assez longtemps dans les ateliers du jeudi. Hein, des commentaires francs et sincères sur vos photos avec des pistes de travail pour vous améliorer. L'étincelle 2023, c'est 127 euros, 47 euros par mois pendant 3 mois. Choisissez l'un ou l'autre. Je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois que je le propose à ce tarif. C'est dans un mois. Là, ça va être pendant une semaine. Dans un mois, il n'y aura plus accès à ce tarif-là. Ce sera 157 euros si vous voulez faire que l'étincelle, mais je proposerai probablement plus beaucoup de ne faire que l'étincelle. Donc, voilà, si vous voulez faire l'étincelle sur le format tel qu'il est actuellement, je crois que c'est quasiment 400 photographes depuis 4 ans qui ont fait l'étincelle. Voilà, à ce tarif-là, c'est maintenant. C'est sur la même page que je vous ai dit. Alors, toutes les photos sont commentées et analysées. Ça, c'est un principe dans l'étincelle. Donc, les places sont limitées, mais bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais été complet dans l'étincelle. Bon, après, à voir. Comme c'est la dernière fois à ce tarif-là et que bon, on verra, je ne sais pas. En tout cas, moi, à 40 personnes, je ferme la boutique. Mais donc, voilà, si vous voulez être sûr d'avoir de la place, prenez-la tout de suite. Et pour vous inscrire, c'est la même page, hein. Vous avez le programme sur la pensée visuelle, photographie intuitive et pensée visuelle, ou l'étincelle, ou les deux ensemble, à un tarif ultra préférentiel. Et vous avez aussi un paiement en 3 fois si vous le souhaitez, si vous prenez les deux ensemble. Sur cette page, formation.vera.news/photo-intensive. Et voilà, les amis, ça fait 2 heures. Et on va conclure. Est-ce que je vous mets le lien attendez. Non, attendez. Oui, c'est ça. Ah bah, je me rends compte qu'il y a un titre de page qui est pas bon. Je vais aller corriger ça. Je vous mets le lien si vous le voulez tout de suite, mais je vous l'enverrai par email de toute façon avec le replay. Merci, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, débutant ou non. Et puis, venez faire l'étincelle. C'est vraiment chouette. Merci à tous.
Merci beaucoup, Gennaro. Comme toujours, un plaisir de découvrir tout cela avec toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Un grand, grand merci. C'était top. Je suis très content. À bientôt à Bruxelles. Ah bah, tu seras là, Dominique. Super. Salut, Baptiste. Super, Raymond. Merci, Raymond. Merci, merci, merci. Oh, il y a plein de messages. Hâte de mettre en pratique ces conseils. Merci, merci. Ah, super. Je suis content qu'il y ait des débutants. Je sais qu'il y avait des débutants. Merci beaucoup, ravi. Il y a plein, plein de messages. Est-ce que l'étincelle peut compléter 5 semaines street? Oui. Alors, c'est-à-dire que si tu veux faire les deux, commence par le programme 5 semaines et ensuite fais l'étincelle. Voilà. Parce que là, pour l'instant, bah, c'est justement le programme qui va s'appeler photo intensive. Ce sera la pensée visuelle, le programme 5 semaines et l'étincelle, les trois en même temps, dans un seul programme de formation. Donc, et ça va s'appeler photo intensive. Mais là, pour l'instant, c'est le webinaire qui s'appelle comme ça. Et je donne accès, voilà, pour la dernière fois à la pensée visuelle et à l'étincelle à ces tarifs-là. Ça va être très différent après. Donc, l'étincelle peut tout à fait compléter le programme 5 semaines. Si tu veux faire les deux maintenant au tarif auquel ils sont actuellement, bah, tu peux prendre les deux, tu peux acheter les deux si tu veux, et puis tu m'envoies un email et je te repousserai pour l'étincelle. Mais sinon, tu prends le programme 5 semaines tout de suite, et puis bah, une fois que tu l'as terminé, tu prends l'étincelle. Tu me le demanderas, tu m'en enverras un email, je peux m'arranger, hein. Où peut-on voir le travail des autres avec l'étincelle? Sur la page. Ah non, la page de l'étincelle. Mince. Très bonne question, Dominique. Euh, c'est sur l'ancienne page de l'étincelle. Alors, sur la page de l'étincelle, accessible depuis mon site, depuis vera.news, vous avez un accès. Vous cliquez sur formation, vous cliquez sur l'étincelle. Vous allez arriver sur la page de l'étincelle. Normalement, il y a accès aux travaux des anciens, mais effectivement, j'ai oublié de le mettre sur cette page. Donc, alors, c'est les travaux des anciens, c'est 2020-2021. J'ai pas mis à jour avec les plus récents, mais c'est parce que maintenant, il y en a beaucoup des photographes. Merci, à bientôt après Lisbonne. Salut Dominique. Ah, content de vous voir. Déjà fait, merci, toujours très instructif. 14 messages. Est-ce que ces programmes sont vraiment pour de vrais débutants? Oui. Ah bah oui. Là, vraiment, ce sont les programmes qui vont accélérer votre progression de manière assez radicale si vous les suivez, mais évidemment. Très sincèrement, voilà, si vous êtes débutant, bah, prenez les deux, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Après, la pensée visuelle tout seul, c'est très bien, hein, mais l'étincelle, c'est ce qui va faire la plus grosse différence dans votre parcours. Et oui, c'est pour débutants. Après, venez pas avec votre ego dans l'étincelle, hein. Voilà. Acceptez que ça va être difficile au début, ou bah, peut-être vous vous croyez meilleur que vous n'êtes, si vous êtes vraiment débutant. Intéressé si tu fais des formations en rentrant dans le CPF? Ah non, pour l'instant, non. Désolé. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. L'étincelle est adaptée pour les débutants ou jeunes photographes, ou c'est trop difficile. C'est totalement adapté. Il y en a beaucoup, là, depuis 1 an, mais depuis 2 ans, depuis toujours. Il y a toujours eu des photographes avec un peu d'expérience ou complètement débutants. C'est un niveau d'exigence très élevé, mais je m'adapte. Je veux dire, vraiment, il n'y a pas une photographie très jeune. Je sais le repérer maintenant. Et voilà. Après, enfin, je dirais les choses comme je le pense, hein. Il n'y a pas de, il n'y aura pas de passe-droit parce que vous êtes débutant, mais vous aurez des conseils qui sont adaptés au fait que vous êtes débutant. Ça fait plaisir de voir autant de tes photos commentées. Bah ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas souvent que je le fais. Merci de ce webinaire. Formation CPF, c'est non, désolé. Merci pour vos explications passionnantes. On se verra peut-être en septembre à New York. Marie-Chantal, j'ai une réservation seulement pour New York pour l'instant. Réservez vite pour New York parce que sinon, bah, il me faudrait 4 personnes pour confirmer le voyage. Sinon, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Donc, faut que j'envoie un mail pour dire aux gens de se presser pour New York parce qu'il faudrait que je puisse te confirmer le voyage rapidement. Est-ce un problème si on n'arrive pas à faire tous les exercices? Pas du tout. 6 exercices sur 3 mois, c'est un exercice tous les 15 jours. Mais il y a plein de gens qui en font deux ou trois ou quatre. Il y a aussi des gens qui regardent que les ateliers de jeudi en replay, hein. Voilà, qui participent à un ou deux ou trois exercices. On apprend en regardant les autres, hein. Mais j'aimerais faire un voyage photo à Montréal ou faire un workshop à Montréal, ce serait cool. Donc, ce serait chouette.
Marie-Chantal. Merci à tous et à très bientôt. Ah, j'ai un Q&A. Si jamais tu veux corriger, il y a une typo sur la première slide. La mesure d'exposition. Ah bah merci, oui, je ne l'avais pas vu. C'est une erreur. Bon, évidemment, pourtant, j'ai repris une vieille présentation. Encore de la place pour Bruxelles? Oui, pas beaucoup. Dominique, vas-y vite, hein. Oui, oui, mais je crois qu'il reste deux places, mais je m'attends à ce que ce soit plein. J'écris aux gens de Bruxelles, là, demain. Je pensais le faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Donc, allez vite pour Bruxelles. Je pense que ça va être plein, Bruxelles. Sinon, Lyon. Lyon, il y a un peu plus de place. Enfin, ça se remplit aussi, mais voilà, je pense que Lyon, la date est moins bonne. Mais Bruxelles, comme c'est la première fois que j'en fais un atelier à Bruxelles et que ça faisait longtemps qu'on me le demandait, je pense qu'il va être plein. Ça va être chouette, Annie. Merci. Merci à tous. Ciao, ciao. À très vite. Je pense faire une petite fabrique de photographie mercredi, un peu improvisée, mais donc pour certains, à dans 2 jours. Ciao, ciao, les amis. Un exemple d'exercice dans l'étincelle. Oui, bah, il y a un exercice qui s'appelle l'esprit du lieu. Tu choisis un lieu et tu dois retranscrire l'esprit du lieu. Tu as un exercice qui s'appelle mystère de l'ombre. Qu'est-ce que c'est que le mystère de l'ombre? Ce sont des exercices créatifs qui peuvent être parfois, pour certains, assez compliqués pas à comprendre, mais à retranscrire. Ce ne sont pas des exercices techniques. Évidemment, il va falloir utiliser la technique pour se mettre au service des exercices qui sont proposés, mais il y a régulièrement des exercices que les gens. Voilà. Et c'est pas grave si vous ne les comprenez pas. L'objectif, c'est de vous faire travailler, de vous faire sortir de votre zone de confort. Si jamais tu devais annuler New York, on regardera la possibilité pour la vieille capitale de Québec ou Montréal, et je t'assure un succès. Ah bah moi, si tu m'assures un succès, oui. Mais moi, si tu m'assures un succès, si tu me dis que Montréal, je viens, il y a du monde. Non, mais ce que je devrais faire à Montréal, c'est pas forcément un voyage photo. Ce que c'est faire un workshop, mais un workshop sur 3 jours, un truc comme ça. Soit un peu plus cher que sur workshop sur 2 jours, mais un peu plus, mais voilà, qui soit 3 ou même 4 jours de travail avec des gens locaux, quoi. Mais pas faire un voyage photo de 10 jours ou d'une semaine qui n'aurait pas de sens pour des locaux, où vous allez connaître bien mieux que moi, mais faire 3 ou 4 jours, ça aurait totalement du sens. Donc, avec un vendredi, un lundi et un week-end, par exemple. Donc, voilà, on pourrait faire ça. Ok, et donc, mais moi, là, tu me le dis, moi, ça me motive. Je peux y penser très sérieusement pour 2025. Là, moi, ma fin d'année est bouclée hein, pour l'instant. Merci, 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 merci. À très vite. À mercredi pour certains. Ciao, ciao, les amis.